africain et ce ne sont pas les arguments qui manquent à ce pays asiatique, membre du G7. Malgré les engagements financiers plus modestes, le Japon cherche à se démarquer de son grand rival qu'est la Chine sur le continent africain. Ce pays met d'ailleurs un accent sur les investissements orientés vers l'économie verte, le développement du capital humain et le renforcement des systèmes de santé locaux. La 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 9, qui s'est tenue du 20 au 22 août à Yokohama, a dévoilé toutes les intentions du Japon à posséder l'Afrique, voire la chérir. Ce pays serait prêt à tout pour que l'Afrique le regarde désormais comme un partenaire de premier choix. C'est tout simplement formidable. Un continent qualifié d'extrêmement pauvre qui attire autant de puissance. Quel est donc le projet? Que recherche le Japon en Afrique? Ses yeux doux du Japon expriment-ils de l'amour? Si le Japon dit vouloir résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les pays africains, qu'attend-il alors en retour? À noter que, en Afrique, le Japon cherche depuis plusieurs années à se démarquer de son puissant rival chinois qui a accru ces dernières années son influence sur le continent en déversant des fonds, parfois colossaux, souvent sous la forme de prêts dédiés au financement des infrastructures. Pour y arriver, Tokyo met plutôt l'accent sur des projets présentant des avantages socio-économiques à long terme, tels que l'amélioration des systèmes de santé, le développement du capital humain et bien sûr le déploiement des énergies vertes, totalement aux antipodes de la Chine qui consacre sa coopération avec l'Afrique dans la haute technologie en matière d'infrastructures routières, du bâtiment et des travaux publics et dans les domaines vestimentaires et bien d'autres. En clair, l'Afrique se veut de plus en plus la destination des puissances occidentales et asiatiques à la recherche des métaux rares dont disposerait seul le continent noir. Que représente alors le Japon pour l'Afrique? Quelle est sa capacité à séduire cette Afrique en voie de développement? L'Afrique peut-elle tirer profit de sa coopération avec le Japon sans heurter la sensibilité des autres partenaires? Toutes ces questions et bien d'autres nous intéressent d'ailleurs ce jour dans le cadre de votre débat hebdomadaire, nos festins panafricanistes de tous les vendredis matins. Bienvenue donc à tous et à toutes, bienvenue à la palabre intellectuelle, bienvenue au débat dont le principe de la contradiction serait d'ailleurs la règle. Madame, Messieurs, bienvenue à tous et à toutes. Madame, bonjour. Monsieur, bonjour. Tout est le réel plaisir de vous avoir ce matin dans le cadre de ce débat. Le débat, on le veut d'ailleurs panafricain. Nos sujets de ce jour nous intéressent, vous intéressent également. Nous parlons de la coopération Japon-Afrique, comprendre des enjeux et intérêts. Voilà le sujet qui nous intéresse ce matin. Et donc, les 120 prochaines minutes vont nous permettre non seulement de planter le décor, mais davantage vous donner la quintessence de tout ce qu'il faut savoir sur la coopération entre le Japon et l'Afrique. Merci de nous rejoindre sur Dash TV. Ceux qui nous regardent en ce moment, nous émettons à Douala au Cameroun et nous sommes sur plusieurs bouquets, notamment Etelsat, Amos et bien d'autres. Pour vous qui nous regardez via Canal Horizon, nous sommes à la chaîne numéro 5 et 516. Ceux qui nous regardent via StarTime, c'est la chaîne numéro 792. Nos réseaux sociaux sont également actifs via la jeune Stéphanie, qui a su d'ailleurs la plateforme digitale depuis quelques heures maintenant. Merci à vous de nous rejoindre. Alors, notre panel, on va le présenter, bien que nous attendons encore une bonne partie dans ces studios 101 de la maison de production de Dash TV. Mais en tout cas, notre invité d'honneur, lui, il a déjà pris sa place. Mais commençons plutôt par la Guadeloupe, où nous attend en ce moment le docteur Irénée Gignem, que je vois d'ailleurs en repérage. Docteur, bonjour. Bonjour Raoul. Merci de te retrouver et de vous retrouver, même si je n'ai pas encore vu mes copanélistes. C'est avec plaisir que je participe à cette émission et c'est avec aussi beaucoup de plaisir que je reçois tes invitations qui sont un signe de la confiance que tu me fais. Donc, j'espère qu'on va passer un bon moment.
Euh, et voilà quoi. J'attends de voir mes copanélistes, je les ai aperçus, mais bon, c'est des personnes avec qui j'ai pas eu l'occasion de partager cette émission. Donc, je te remercie une nouvelle fois. Alors, j'imagine le sacrifice que vous faites à nous rejoindre pratiquement lorsque vous êtes appelé à débattre avec nous. Il est pratiquement 4 heures et un peu plus un peu près de 40 minutes là-bas à Guadeloupe. Vous êtes déjà debout, Oui, forcément. Vous êtes déjà debout, forcément, oui, mais, pour le ah combat, oui, bien sûr. comme le disait quelqu'un. Ah Vous êtes oui, debout pour le combat. Alors, c'est pas, oui. Je docteur, disais que ce n'est pas juste au moment où l'émission commence que je me lève un peu plus tôt. Mais bon, c'est toujours avec plaisir de garder le lien avec le pays. C'est quelque chose de très important pour moi et auquel je tiens. Et aussi ben, de partager cette émission avec des personnes qui, en général, sont très bien. très agréables et qui me renseignent sur mon pays aussi, que j'ai quitté il y a très longtemps. Très bien. Docteur Irénée Giniem, certifié d'anglais, docteur en linguistique anglaise, certifié d'anglais, DUT des finances, comptabilité universitaire, auteur et entrepreneur panafricaniste, membre de l'association guadeloupéenne Racine pour le lien du continent et de ses diasporas. Je vous ai gardé également un sujet ce matin, en tout cas. C'est notre sujet d'entrée. Tout le monde va devoir s'exprimer sur la question. Avant de vous envoler pour la Guadeloupe, vous avez vécu dans votre pays et d'ailleurs vous venez très régulièrement au Cameroun. Ces derniers temps, Oui. nous avons appris, en tout cas moi qui vis sur ce territoire, je viens d'apprendre qu'il y a un problème babiliqué au Cameroun. Je viens de l'apprendre. Effectivement, vous avez eu un talentueux historien qui s'est exprimé via une chaîne étrangère, qui estimait qu'il y avait un problème de Bamiliki au Cameroun. On a d'ailleurs appelé ça la bamiphobie. Il y a également, bien avant lui, une artiste bien connue d'ailleurs des milieux du showbiz, également s'était exprimée sur la question. Et du coup, la toile s'est enflammée, comme toujours. Et on nous dit désormais qu'il y a un problème Bamiliki au Cameroun. Vous êtes d'avis avec cette façon de voir les choses? Pas du tout. Pas du tout. Il y a un problème camerounais qui concerne tous les Camerounais. Je crois que dans ce domaine-là, il y a pas de concurrence. Il n'y a pas quelqu'un qui serait mieux loti que d'autres. Bon, d'ailleurs, c'est un peu contradictoire parce que quand on suit les réseaux sociaux et qu'on lit les commentaires des personnes appartenant à la communauté bamileke, elles se présentent toujours comme ayant de l'avance sur les autres Camerounais, comme étant les plus, disons, les mieux lotis économiquement. Donc, il y a un tout petit peu une contradiction là. Et moi, personnellement, je veux parler du point de vue individuel, mais qui compte aussi. Enfin, c'est pas juste pour parler devant un écran de télévision. Mes meilleurs amis sont bamileke. Et des gens avec qui disons, je partage ici l'exil sont des gens bamileke et c'est vraiment quelque chose de très personnel, mais je vais quand même en parler. Et j'ai pas écouté l'émission de l'historien Achille Mbembe, mais j'ai vu cette semaine la conversation qu'il a eue avec un journaliste camerounais qui a une chaîne télé, et le fond de son propos ne m'a pas convaincu non plus. Et je trouve que de toute façon, même si c'était le cas, il faut contrôler ce qu'on dit. On n'est pas obligé de dire tout le temps les choses de façon aussi abrupte. Et que on nous a donné l'habitude de toute façon que dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a soupçon même d'un problème bamileke, il y en a qui l'instrumentalisent contre le reste du Cameroun. Donc, je trouve que déjà d'un point de vue, comment dirais-je, politique, c'est pas une bonne façon de procéder. Pour le coup, toute vérité, s'il en était, n'est pas bonne à dire, et surtout à tous les moments. Donc, voilà mon sentiment sur cette affaire. Je ne pense pas qu'objectivement, il y aurait plus un problème bamileke qu'un problème Bassa, qu'un problème... enfin, tout le monde a un problème au Cameroun. C'est la gestion du Cameroun qui pose problème. Il y a un problème de gestion du Cameroun. Alors, c'est vrai que ce ne sont pas les arguments qui manquent, docteur Irénée Giniem. Le fait d'avoir écarté un candidat, entre guillemets, à une élection présidentielle qui,
au regard de certains, était pratiquement le candidat de la communauté, est devenu une affaire maintenant où on ne comprend plus exactement ce qui se passe. Et on vous dit d'ailleurs qu'à côté de cela, ils sont d'ailleurs, cette communauté victime du tribalisme, selon eux. Cette communauté s'est fait victimiser au quotidien, estimant d'ailleurs que les autres n'aiment pas les voir pour leur puissance économique qui n'est d'ailleurs pas dotée de qui que ce soit. Ça va dans tous les sens. Est-ce que finalement le vivre ensemble dont nous parlons là ne devrait-il pas être réajusté? Est-ce que la politique est venue détruire un milieu social qui, lui, avait pourtant déjà pris un envol dont personne n'avait imaginé le contraire aujourd'hui? Ça n'a pas commencé cette fois-ci. Il y a de cela 8 ans, c'était déjà le cas lors de la campagne électorale. Et moi, ça m'avait choqué parce que c'était la première fois que je voyais autant de virulence de la part de compatriotes. Je ne pensais pas qu'on pouvait en arriver à ce point de désaccord, quoi, d'un point de vue ethnique. Et d'ailleurs, tu as dit que le candidat en question était perçu comme le candidat d'une région, d'un groupe. Et c'était déjà ça le problème. Et on n'est pas candidat pour être le candidat d'une ethnie au Cameroun. On est candidat pour être le candidat de tous les Camerounais. Hein? Et cette fois-ci, bon, ben, les choses se sont passées. Moi, je crois savoir que techniquement, la mise à l'écart a été régulière. C'est fait à la régulière, ou du moins d'une certaine façon, dans un certain degré, j'allais dire. Donc, effectivement, le problème est compliqué et le problème est délicat et il est inquiétant, d'autant d'ailleurs que je crois que lors de la dernière élection, le candidat en question avait proclamé qu'il, disons qu'il donnerait l'autonomie à la partie anglophone. Et je crois que sur ce plan-là, on n'est pas tous obligés d'être d'accord. Hein? Très bien. Moi, je pense que dans le Nord, les gens ont plus de problèmes concrets, par exemple, que partout ailleurs. Il y a des groupes camerounais comme les Pygmées, comme les Baka, qui sont véritablement en mal et en train d'être quasiment exterminés. Pourquoi est-ce qu'on peut... Il y a des groupes camerounais qui souffrent beaucoup. On ne peut pas dire que ce soit le plus en problème aujourd'hui, le groupe bamileke. Merci beaucoup pour cette première prise de parole. Docteur Irénée Giniem, docteur en linguistique anglaise, certifié d'anglais DUT des finances, comptabilité universitaire, auteur et entrepreneur panafricaniste, membre de l'association guadeloupéenne Racine pour le lien du continent et de cette diaspora. Merci pour cette première prise de parole. Nous continuons à présenter le panel déjà quasi complet dans ces studios 101 de la maison de production de Dash TV à Douala au Cameroun. Le second invité, qui est d'ailleurs notre invité d'honneur ce matin, effectivement, nous avons l'honneur de l'accueillir, le docteur Jean-Marie Biada. Je le rappelle, le docteur Jean-Marie Biada, économiste, expert certifié, on nous dit, en diagnostic et mise à niveau des industries, expert certifié CNUSET, en mission 3R, spécialiste en accompagnement des petites et moyennes entreprises et optimisation de leurs performances, nous rend visite ce matin. Docteur, bonjour, et c'est avec un grand plaisir que je vous accueille ce matin. Bonjour Pépin, je suis très content de consacrer ma rentrée médiatique 2025-2026 par vos antennes, les antennes de Dash qui m'ont passablement marqué. Je suis très content d'être là ce matin et je dis bonjour à tous les groupes panélistes, je dis bonjour à nos centaines de millions de télé-regardeurs et d'auditeurs en même temps, sans oublier les technico-artistiques sans lesquels nous ne serons pas sur le toit du monde ce matin. Alors, je vous garde pratiquement la même question. Y a-t-il une question de bamiphobie au Cameroun? L'expression devrait-elle exister? Bon, disons que c'est peut-être sur le plan politique, c'est les politiques qui font cette proposition. Regardez, vous voulez faire, voilà, Yaoundé aujourd'hui, c'est 235 km pour plus. Avec une voiture qui ne va même pas très vite, 80 km à l'heure, vous n'êtes pas en train de faire les sports mécaniques. C'est 3 heures de temps. Maintenant, la réalité, vous ne pouvez plus faire les 3 heures. Même ce que le ministre des Travaux publics a appelé entretien confortatif, qu'il a fait au mois d'avril, repartez sur le terrain maintenant. Les résultats de cet entretien confortatif sont pas à la hauteur de nos attentes à tout le monde. Il faut aller très doucement. J'ajoute autre chose. Quand vous regardez également, bon, en dehors de Douala, repartez, faites
Douala, Bafoussam, la route elle est en très mauvais état. Rouler maintenant dans la ville de Douala, la ville de Yaoundé, la route n'est pas en bon état. Je crois que, de mon point de vue, parler de bamiphobie, c'est beaucoup plus dans la sphère politique. Parce que quand on vient dans le secteur de l'entrepreneuriat, que je maîtrise très bien par exemple, c'est le travailler ensemble, c'est le vivre ensemble, on n'entend pas. Je vous prends un exemple. Je suis en train de conduire une mission sur le business plan pour implanter, par exemple, 200 000 logements au Cameroun. Mais dans les équipes que je dirige, j'ai des gens qui me viennent du Nord, j'ai un Béninois, j'ai un Togolais, j'ai un Nigérian, j'ai un Tchadien, sans oublier d'autres Camerounais d'ici, sans qu'on ne tienne compte de ce qu'il est bamileke ou il est non bamileke. Non, moi je dis, monsieur, ce que je te demande de faire, tu vas me trouver le seuil de rentabilité que je vais mettre dans mon compte d'exploitation. Toi, tu vas analyser tous les aspects en rapport avec l'environnement. Lorsqu'on aura à mettre sur pied ces infrastructures de peuplement, on va dégager des effluents solides, liquides, gazeux. Comment on va traiter ces effluents solides, liquides et gazeux? Un pays comme le Kenya a, M. Pépin, 30% de son énergie dans la ville qui lui vient de la biomasse. Au Cameroun, nous avons fait notre étude en demandant aux gens comment est-ce que vous vous éclairez. Il y en a qui ont cité le copeau, il y en a qui ont cité le bois sec, d'autres le charbon, d'autres le gaz, d'autres l'électricité. Mais personne ne nous a parlé de la biomasse. Et nous nous sommes donc dit, on va éclairer ces infrastructures qu'on aura à mettre en place à partir de l'énergie produite de la biomasse. Ça veut dire quoi en termes simples? Puisque les gens vont vivre à l'intérieur de ces habitations et vont produire ce qu'ils appellent des déchets, OM, ordures ménagères, et non Orange Money ici, sans publicité. Ces ordures ménagères, c'est la matière première pour la biomasse que nous allons turbiner maintenant pour leur donner de l'énergie. L'équipe que j'ai mis en place, un ingénieur, je ne donne pas d'où il vient, mais je dis encore, c'est des équipes transdisciplinaires qui ont été mises en place sur la base de leur expertise, de leur vécu, de leur expérience. On n'a aucunement tenu compte de de leur base sociologique. Donc, si j'ai à conclure à ce stade, parler de bamiphobie, c'est beaucoup plus dans la sphère politique. Lorsqu'on rentre maintenant dans les autres sphères, je prends l'enseignement. Ce ne sont pas des hommes politiques qui attisent ça quand même. Je ne pense pas que M. Bébé soit un homme politique. Je pense non plus que l'artiste musicien soit un homme politique. Je pense non plus que ceux qui s'activent dans ces réseaux sociaux à évoquer cette question des bamiphobies, en évoquant la haine contre le bamileke, sont des hommes politiques. Parce que là, on a tendance à agiter tout sur des hommes politiques, mais hélas. Non, non. Il faut peut-être prendre la chose telle qu'elle vient. Oui, mais je dis que non, c'est dans la sphère politique. En fait, dans la sphère politique, il n'y a pas que les hommes politiques. Il y a la société civile qui peut intervenir dans la sphère politique. Il y a un artiste qui peut donner son avis. Vous avez suivi Meoué en Côte d'Ivoire, faire une déclaration directement à l'attention du président qui voulait faire 4 mandats, alors que constitutionnellement, il n'en a droit qu'à 2. Quand il arrive là, j'ai parlé de la sphère politique. Donc, il est sorti de sa sphère culturelle pour faire une percée dans la sphère politique. Achille Bébé, c'est un homme public qui peut avoir même des préférences ou des attaches avec certains courants purement politiques. Notre jeune sœur, Caresse Fotso. Mais en fait... Est-ce que vous voyez des indices quand même qui démontrent la suffisance que cette communauté-là a l'air d'être un peu marginalisée? Parce qu'elle se plaint au point où on se demande si elle était la dernière des communautés au Cameroun. On a comme l'impression que là-bas, toutes les autres se sont réunies pour dire « Ok, c'est ceci, nous allons le taper dessus. » Oui, bon, disons aussi que là, je prends un peu, hein. Pas que je prends leur défense, mais j'essaye un peu d'expliquer pour que les gens comprennent. Parce que quand quelqu'un dit, et on a entendu un avocat qui a fait vraiment une sortie de piste, d'ailleurs il est revenu dessus lui-même, c'était une totale sortie de piste, on ne peut pas acheter une maison à l'ouest. Mais monsieur Pépin, il y a le crédit foncier à l'ouest, il y a la Maïtu à l'ouest. Si vous voulez acheter le terrain, vous allez là-bas. Est-ce que quand vous allez à la Maïtu, on demande, vous êtes Pongo, vous êtes Douala, vous êtes Bassa? Non. Vous dites bien la Maïtu. Bien sûr. C'est-à-dire une institution d'État. Une institution d'État. Quand il va au crédit foncier, introduire sa requête de financement, on ne demande pas s'il est Bamileke ou Bassa ou avant de traiter sa requête, ou alors avant de lui accorder un dénouement favorable. On tient compte de ce que c'est simplement un client. Non, non, c'était une totale sortie de piste, je ne veux pas revenir dessus. D'un de deux également, ce qu'il importe de dire, c'est qu'une région comme la région de l'Ouest, par rapport au travail que je suis en train de faire, nous avons regardé également de près. L'Ouest, c'est 1/7 de la région de l'Est. L'Ouest, c'est 13 000 km², face à l'Est qui est à 109 009 km². Donc quelques routes sont peut-être bituminées. Hein. Mais je n'ai pas fini. Un exemple. Quand moi je pars d'Ayos,
pour Abomban, 100 km. Abomban pour Bertois, 100 km. Je ne viens que d'entrer dans l'Est. Oh, j'ai déjà fait combien? 200 km à peu près. Quand moi je pars de Tonga pour Mbouda, c'est-à-dire je suis en train de sortir pour aller vers le nord-ouest, je ne suis pas à 150 km. Quand moi je pars de Kekem pour à la frontière, quand je suis en train de sortir de Fumban pour aller vers Tibati, c'est-à-dire je vais déjà dans la Damawa, je n'ai pas fait 150 km. Donc l'ouest c'est un mouchoir de poche. Je pars de Baganté pour Bafoussam même, 40 km. Je pars de Bandioun pour Bafoussam à pied. Je dis à pied parce qu'en fait, quand vous êtes en Bo, c'est du côté de Bandioun, vous traversez le petit pont là, vous êtes déjà à Bafoussam. Quand vous êtes au marché de Bandioun, là où la voiture vous laisse quand vous sortez de Douala, vous montez à pied, je n'ai pas dit que vous prenez la moto, à pied, vous êtes déjà dans les hauts plateaux. Ouais. Baham, Bati et consorts. Tout à fait. Je pars de Bafoussam pour Mbouda, 15 km. Vous êtes arrivé. Je pars de Bafoussam pour Tchang, 39 km. Donc nous sommes à l'ouest dans un mouchoir de poche. Il importe d'abord de le dire parce qu'ils sont très nombreux qui disent que non, non, on ne peut pas avoir ci ou ça chez eux. Vous allez à l'ouest, vous demandez qu'on vous donne 20 hectares tout plat, 10 fois pour y mettre des infrastructures, des usines. Vous ne les aurez pas. Je n'ai pas fini de dire que quand j'ai parlé de 13 000 km... Alors, je vous comprends pas. Non, je conclue vite. Je conclue. Ça veut dire que les espaces sont effectivement là à l'ouest. Extrêmement réduits. Non seulement le territoire lui-même il est très réduit, mais la population étant très nombreuse, vous ne pouvez donc pas avoir des espaces. Je ne voulais même pas parler de la population. Ceux qui viennent ailleurs ne peuvent donc pas avoir des espaces. C'est ce que vous voulez nous dire là. Non, non, je vais démontrer que derrière cela, et vous ne m'avez pas laissé chuter dessus. Allez-y, chuter dessus. Oui, la nature même. Parce que quand on dit haute terre, les gens croient que c'est une vue de l'esprit. Ouais. Les hautes terres de l'Ouest, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire, même sur les petits 13 000 km, là, monsieur, vous avez à peu près 40% déjà arrachés par la nature. Tout à fait. Tout à fait. Quand vous arrivez à avec les falaises et tout ce que ça donne. Les gens vivent dessus. Je dis que l'État même est complaisant à l'Ouest. Si l'État veut vraiment respecter la réglementation qui parle des zones non édificantes, il y aurait au moins 200 000 personnes à l'Ouest qui n'auraient pas où vivre. Parce que les gens sont allés creuser les montagnes pour avoir un peu d'espace dedans. Les gens coupent parfois, pour ceux qui ont assez de moyens, ils coupent une tête de montagne, ils s'installent au-dessus et ils font leur route maintenant qui peut prendre 2-3 milliards. Ça, c'est la réalité à l'Ouest. Pourquoi les grandes plantations ne sont pas à l'Ouest? J'ajoute, pour conclure, quand j'ai parlé de l'Ouest comme ça, je n'ai pas parlé d'un autre problème. Dans les 8 départements de l'Ouest, vous avez le Noun seul qui prend 71% de ces 13 000-là. Donc les 7 autres maintenant, la Menoir, Tchang, les hauts plateaux, Baham, j'ajoute les Mont-Bamboutos. J'ai fait ce petit travail là. Le chef de l'État, par exemple, a mis à peu près 4 notaires à l'ouest, mais il n'y a pas de notaire à Mbouda. Motif pris de ce qu'il n'y a pas d'espace. La chaîne montagneuse, notamment, les Mont-Bamboutos, ont pris tout l'espace. Et ce qui fait donc qu'ils sont nombreux, qui, dans la MIFI, ils sont nombreux dans un mouchoir. S'ils veulent faire une activité, ils sont obligés d'aller voir. Ils sont obligés de s'évader. Voilà. Ça, c'était la première raison. Partout. À Douala, à Yaoundé, un peu partout. Et ce n'est que normal. Non, non, je voulais conclure. Oui, allez-y. En sortant du Cameroun, vous allez vous rendre à l'évidence. Et là, pour ceux qui ont fait de la stratégie d'entreprise comme nous appelons ça l'air système. Dans le monde entier, Pépin, lorsqu'il vous manque de l'espace de vie comme ça, vous voyez que ces gens ont une diaspora assez énorme par rapport à leur territoire. C'est-à-dire, ils sortent. Le Liban, monsieur, ça ne fait pas 20 000 km². Vous connaissez un seul pays, vous n'avez pas de Libanais. Vous allez également, même chez nos frères juifs, c'est 22 000 km². La diaspora juive, elle est très active à l'international. Et je peux citer 4 ou 5 autres pays. Ça s'appelle de l'air système. Parce que notre rôle également, c'est d'édifier ceux qui nous écoutent, Pépin, pas rentrer directement comme un homme politique. Donc c'est pour expliquer aux uns et aux autres que quand l'espace de vie est très réduit, dans le monde entier, je n'ai pas des Libanais, ne sont pas des Bamileke, les Juifs ne sont pas des Bamileke. Vous allez vous rendre à l'évidence que ces gens auront tendance à s'établir ailleurs, pas pour aller blaguer, mais durablement. Quand vous voyez un Libanais qui arrive ici chez nous, ils peuvent être 10, mais vous allez vous rendre à l'évidence que 9 vont épouser les filles du Liban pour faire en sorte que l'argent remonte un peu pour développer le pays. Donc pour moi, il fallait ce petit regard totalement différent du regard politicien qui parfois n'est pas fondé du point de vue argumentatif. Donc voilà la petite démonstration que je fais concernant l'Ouest. Vous écartez la logique de la bamiphobie, mais vous estimez quand même que l'Ouest, au vu de sa représentation géographique,
pose un problème aux populations qui sont déjà trop nombreuses et sont obligées maintenant de chercher des espaces ailleurs. Vous essayez d'expliquer ça ici. Donc on va comprendre, on va donc comprendre clairement que l'évasion, moi j'appelle ça ici, permettez l'expression, l'évasion des communautés de l'Ouest se retrouve là. Cette évasion existe tout simplement parce que ces gens-là cherchent le bien-être. Ils cherchent où ils peuvent s'établir aisément, ils cherchent où ils peuvent s'établir sans problème. Et d'ailleurs, ils se sont établis parce qu'on les retrouve partout au Cameroun. Je dis bien partout au Cameroun. Mais comment comprendre la victimisation de cette communauté aujourd'hui, alors qu'elle est acceptée malgré ce que vous venez de dire tout à l'heure, la difficulté que nous avons à l'Ouest. Cette communauté est quand même acceptée partout, mais elle estime que ce n'est pas suffisant. C'est ça ma question ce matin. Alors, nous allons accueillir notre ami, notre aîné également qui est là ce matin, Moïse Xavier Bondo. Il est d'ailleurs connu des téléspectateurs de ce programme. C'est vrai qu'il en a aussi pris un congé il y a cela quelques temps. Lui, il est chef d'entreprise, PCA agrobio.com, cadre d'aviation, et puis il est en même temps à la société civile. On va écouter votre voix. Monsieur Bondo, bonjour. Bonjour Raoul. Bonjour à tout le panel. Sans oublier ceux qui sont derrière les machines et les appareils. Et bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je parle d'HTV. Alors Raoul, avant de continuer, je vais faire un coup de gueule. Mon voisin de droite a commencé tout à l'heure, oui. J'espère qu'il ne va pas m'envoyer une convocation ici tout à l'heure à la gendarmerie. Je vais gérer la convocation. Si on vous l'envoie, je vais la gérer. Que je ne contrôle pas là. Non, c'est pour continuer dans la lancée de... On dit, mais monsieur Raoul, vous avez organisé quelque chose sur votre plateau là aujourd'hui. Non, on n'est pas... Vous allez nous dire, mais je prends quand même... Attendez, je prends des téléspectateurs à témoin en leur disant que je n'ai pas pris acte du coup de gueule. Donc, si le coup de gueule dérange quelqu'un, vous poursuivez la personne qui a fait ce voilà, je répose et je me rends responsable de mon coup de gueule. Non, Raoul, je sors de Yaoundé la semaine dernière, comme vous le savez bien. À l'aller, j'ai mis 12 heures de temps en route. Vous étiez en train de rouler 12 heures de temps. Non, je ne roulais pas. 4 heures sur place par là, 3 heures sur place par là. J'ai un véhicule qui va assez vite quand même, mais la route m'impose une vitesse de 60-70 km à l'heure. Voilà. Au maxi, hein? Au maxi, 70 km à l'heure. Ouais. Au retour, je pense que j'ai fait 15 heures de route. 15 heures de route pour 200 km. Alors moi, je voudrais poser une question à nous-mêmes Camerounais. Si nous aimons notre pays, comment est-ce que nous allons le développer dans ces conditions? Pour rouler à Douala, c'est tout un problème. Je vais déjà m'excuser auprès des copanélistes parce que je suis arrivé en retard, parce que mon véhicule s'est embourbé quelque part. Il a fallu le porter. Un véhicule de près d'une tonne 800 qui s'embourbe, il a fallu le porter. Donc, c'est ce coup de gueule, je l'envoie à nos dirigeants qui sont chacun responsables de... Le ministre Gabin Djoumessi. Ben voilà, je sais pas. D'ailleurs au premier rang. Voilà, lui au premier rang et ceux que nous avons élus pour entretenir la voirie urbaine. Ça ne va pas, chers élus. À vous, monsieur le ministre, ça ne va pas. Essayez de revoir. J'ai trouvé en route et je vais préciser quelque chose. Ces arrêts, la plupart de ces arrêts sont dus non seulement au mauvais état, mais les accidents. Les accidents, un véhicule est rentré dans l'autre, un véhicule est rentré dans un bus, un véhicule. Mais où est-ce qu'on va au Cameroun? Moi, il me souvient dans notre temps, il y a quelques années, chaque fois qu'il y avait à l'approche des élections, on se prenait quand même la peine de refaire les routes. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça coince? Où est-ce que ça coince? Donc, c'est le coup de gueule que je voulais faire ce matin. On ne peut pas aspirer au développement sans voie de communication. Très bien. En tout cas, le coup de gueule, il est passé. Voilà. D'ailleurs, je crois que le maire de la ville a tenu une conférence de presse hier pour dérouler ce qu'il a appelé lui-même le plan d'urgence. Non, ça ne tient pas. Excusez-moi, monsieur. Je ne sais pas si on va boucher les trous, on va construire les routes. Non, le véritable problème, si je peux me permettre, c'est que les routes qu'on fait le matin, quand vous revenez passer le soir,
C'est comme si rien n'avait été fait. Alors, ça ne sert à rien de dire le monsieur le maire, hein, qui est un grand frère que je connais très bien. Ça sert à monsieur le maire. Essayez d'imposer quand même un bon cahier de charges aux entreprises. Lui-même, il y a une régie là-bas. Il y a une régie à la communauté humaine, donc qui travaille, qui fait ces routes-là. On ne comprend pas comment on peut faire une route 2, 3 fois la même année. Ben voilà, ça va pas. Nous sommes de ceux qui se plaignent très souvent le moins, mais là, je vous dis, ça va pas. Que ce soit sur l'axe lourd, que ce soit, je voudrais pas parler de Yaoundé, Douala et d'Yakribi. Je voudrais même pas parler. Je vous dis, il est impossible de rouler dans Douala maintenant. J'ai reçu des vidéos où des gens tombent dans les mares d'eau derrière les motos. Vous avez été entendu et compris. Et je l'espère bien. Dans votre interpellation ce matin, passons à l'essentiel maintenant. Vous avez interpellé le ministre Nganou Djoumessi, vous avez interpellé le maire de la ville de Douala, le maire de la ville de Yaoundé et les autres maires des autres villes, parce que pratiquement, c'est tout le triangle national qui est en souffrance avec ces questions de route. Hier, on n'avait pas de l'eau, maintenant la route s'est ajoutée. Et quand bien même Ménéo va aussi se fâcher, on n'aura pas de lumière, c'est quand même un problème sérieux pour un pays qui se veut émergent d'ici 2035. 2035, nous avons encore 10 ans. Hein. Ouais, 10 ans, beaucoup de choses. 10 ans, c'est vite passé. On a cet espoir. Maintenant, je reviens à vous également. Vous qui employez même les Bamiliki chez vous, prenons cette expression comme ça. Vous qui employez les Bamiliki, avez-vous eu l'impression qu'il y a un problème de babophobie qui se murmure même dans vos couloirs? Merci Raoul. Je voudrais dire, comme vous le savez déjà, je ne suis pas né homme d'affaires, je suis formé dans l'aviation, je suis dans les affaires parce que j'ai de très bons amis à l'Ouest qui m'ont dit, Xavier, il ne faut pas compter seulement sur ton salaire mensuel. Voici comment on fait pour gagner quelque chose d'autre en dehors des affaires. Donc, je ne sais pas s'il y avait un problème entre le ressortissant du Sud que je suis et nos frères de l'Ouest. Je ne voudrais pas appeler le problème Bamileke, je dis nos frères de l'Ouest. Mais, enfin, Bamileke n'est pas une insulte, hein. Bon, appelez-moi beau, je suis content, hein, parce que c'est là où je viens. Ah bon? Donc, dit que Bamileke, ce n'est pas une insulte. Il faut qu'on comprenne ça clair. Oui, vous êtes Bamileke parce que vous êtes là-bas à l'Ouest, vous êtes né Bamileke. Dieu a voulu que vous soyez Bamileke. Dieu a voulu que je sois beau et que j'ai également une parenté Betty. Donc, c'est clair. Donc, n'ayez pas honte de dire Bamileke, c'est ça. Je suis d'autant très content que vous le compreniez ainsi, parce que dans certains milieux, d'autres peuvent le comprendre comme une invective, voilà. Donc, je voudrais vous rappeler aussi, Raoul, que mon premier garçon est de l'Ouest. Sa maman est de l'Ouest. Donc, vous comprenez, quand on va dire problème, moi qui suis du Sud profond, de 2 parents du Sud, je vais vous dire aussi, comme vous le dites si bien, dans nos affaires, nous employons cette population à très grande majorité parce qu'ils sont dynamiques. Très dynamiques. Ils sont très dynamiques. Je vais vous rappeler un fait aussi, dans le Sud, dans les 3000 commerçants qui sont installés au marché de Saint-Mulima, la population locale ne compte pas pour 20%. Voilà. Le reste, ça veut dire quoi? Ça veut dire si je veux acheter une paire de lunettes au marché de Saint-Mélima, je vais me retourner vers un commerçant qui n'est pas... Vous voulez même danser, hein, parce que je crois qu'à Saint-Mélima, la plus grande boîte voilà, est construite par notre frère Bamileke. Exact. Je ne voudrais pas citer le nom, voilà. mais c'est un Bamileke qui a construit ça. Exact. Et je vois comment les bouts nous exhibent là-bas tous les soirs. Ils sont très contents. Voilà. Très contents. Donc je voudrais dire ceci. Les politiques nous ont assez instrumentalisés. Si tout le monde se mettait dans la politique au Cameroun, on ne s'en sortirait pas. Donc il faut avoir un grand recul par rapport à tout ce que les politiques nous disent. Je pense qu'avant l'élection présidentielle de 2018, ces problèmes n'étaient pas aussi exacerbés. Voilà, c'est après les discours, certains discours de certains de nos hommes politiques dont je vais pas citer ici. Bon, peut-être qu'ils ont pensé bien faire, peut-être qu'ils ne savaient pas avec qui ils jetaient dans la mare. Aujourd'hui, on en est arrivé à là où nous sommes, mais qui est-ce qui peut arrêter ça? C'est nous-mêmes. Est-ce que c'est un problème social? Parce que si vous voyez ça ici, ça dit que la plaie s'est creusée au point où c'est devenu maintenant incurable. Non, mais c'est entretenu par un fait. Nos frères de l'Ouest pensent que l'heure est venue pour qu'ils arrivent eux aussi au pouvoir. Le problème part de là. Et tout ce qu'on a beau faire, il y a une tranche qui est d'ailleurs très minoritaire, qui pense que
en se faisant instrumentaliser, en se faisant tout ceci, on va les écouter. Certains sont allés à dire les institutions internationales telles que l'ONU, les institutions vont les écouter et prendre cause et faire. Non, il n'y a pas de problème, Bamileke, au Cameroun. Nous avons vécu ensemble depuis très longtemps et je pense que si on mettait la politique en second plan au Cameroun, nous n'aurions pas tous ces problèmes. Maintenant, ce que mon voisin de gauche, le panéliste de droite, autant pour moi, a posé comme problématique, cette problématique, elle est réelle. Ça veut dire la région de l'Ouest est un mouchoir. Mais ne vous reprenez pas dans ce qu'il a dit. Il faut qu'on gagne en temps. Si oui, je suis en train d'y arriver. On n'aura plus le temps. Je suis en train d'y arriver, Raoul. Laissez-moi finir. C'est un mouchoir. Mais ce n'est pas pour autant qu'on veuille nous dire qu'un ressortissant d'une autre région ne peut pas acheter du terrain. Moi, j'ai des membres de ma famille qui ont été fonctionnaires à l'Ouest, à Bafoussam, qui ont acheté, qui ont construit, qui vont régulièrement là-bas. Donc, qu'on arrête d'instrumentaliser les Camerounais, je pense que nous valons... c'est de l'ouest, du sud, du centre, du nord, nous valons mieux que ça. Et nous avons de vrais problèmes à résoudre, pas des problèmes de bamiphobie, d'instrumentation. Voilà, des problèmes qui nous font dormir. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, comment comprendre que des historiens de haut cap, quand même, comme Achille Bébé, sortent des pistes de la Il n'a pas la science infuse. Pour certains, certains peuvent parler des sorties des pistes, mais il y en a pourtant qui encadrent ça et qui disent que, voilà, grand frère, vous avez raison. Et c'est ça qui essaye de nous comprendre. On va écouter un peu le politicien Aguéri qui est avec nous sur ce plateau ce matin. Notre grand frère personnel, j'aime souvent le dire, le président Badakani, est bel et bien présent ce matin. Le président Badakani, il faut le rappeler, homme politique, président du nouveau mouvement populaire, panafricaniste dans l'âme, géostratège, le procureur des journées africaines du panafricanisme qui ont déjà vu 6 éditions sur terre camerounaise, dont la 7e probablement pour cette année. Le président Badakani répond à notre convocation civile. Président, bonjour. Bonjour mon cher papa. Ça fait un bout, on ne s'est pas retrouvé sur ce plateau. Donc c'est avec une émotion particulière. Vous nous avez manqué pendant pratiquement 3 semaines à 1 mois. Les téléspectateurs commençaient à dire, est-ce qu'on l'a enterré? Nous ne sommes pas au courant. Non, je suis là. C'était pour des raisons indépendantes de ma volonté et souvent aussi à cause de l'émission qui avait été reportée aussi. Tout à fait. Voilà, donc ça avait une émotion particulière que je suis là ce matin. D'abord pour retrouver mon frère Gilles Niem, que je vois à distance là. Je le salue de manière spéciale. Toujours en ayant de la reconnaissance pour le sacrifice qu'il fait, parce qu'il doit se réveiller la nuit, là-bas, je pense, pour être avec nous. Donc je voudrais saluer cette contribution importante, quasi sacrificielle, de sa part pour être avec nous. À travers lui, je voudrais transmettre mes salutations à tous nos frères et sœurs de, entre guillemets, des dom-toms françaises, entre guillemets, parce que c'est une dénomination coloniale rabaissante et dégradante. C'est dom-tom. Donc je les salue. Une interpellation coloniale, les Outre-mer. Bien sûr. Tout à fait. Bien sûr. Tout à fait. Qu'est-ce que j'ai dit d'extraordinaire? J'ai dit simplement la vérité. Vous savez que moi, je ne crois pas faire la langue de bois. Vous attendez pas à ça quand vous m'invitez. Je ne changerai pas, même si j'ai 300 ans. À ce niveau-là. Donc je les salue. Je pense à tous mes amis et frères là-bas. Nous suivons de très près les batailles qu'ils mènent et les évolutions qu'il y a dans ces endroits. Ce matin, par exemple, il faut que tu vois ça avec notre sœur Emeralda. La Martinique est en état de siège ce matin. Tout à fait. Martinique. Donc il faut peut-être te rapprocher d'elle pour faire une émission pour les soutenir. Tout à fait. Parce que c'est la tradition dans notre combat. Donc nous suivons ça de très près et on va s'arranger à faire des émissions spéciales dans différentes plateformes pour témoigner notre solidarité panafricaniste à nos frères et sœurs de ces régions-là. Parce que c'est l'Afrique qui se prolonge comme ça. Bien sûr. Il y a l'Afrique continentale, parlons comme ça territoriale, mais l'Afrique, elle est universelle. J'avais fait une conférence, je pense que vous étiez vous-même à une époque, il y a 2, 3, peut-être 5 ans, qui était intitulée Planète Terre, village africain. Planète Terre, village africain. Si on considère que l'autochtonie essentiellement pourrait considérer au fait que les premiers habitants d'un endroit, les premiers à sacrifier à un endroit, il y a un rapport, les premiers à avoir un rapport
parlons comme ça, mystico-traditionnels, un endroit, sont considérés comme autochtones, mais le monde est un village africain, la planète est un village africain. Mais si on voit ça, ça bouleverse votre façon de concevoir la vie, le monde, les relations africaines avec les autres, le rapport à l'Afrique, et on va voir le rapport avec cette bêtise qu'on appelle l'ethnie, et qu'on tente à sacraliser chez nous, au point de réduire les êtres humains à leurs origines ethniques, et vouloir les enfermer là-dedans. Et c'est fait au Cameroun avec une telle aisance que ça fait peur. Ça fait peur, j'y reviendrai. Donc je salue Gély Niem, je suis très content de retrouver le docteur Biada. Il m'a abandonné, mais je suis content de le voir. Je suis très très content de le voir. C'est un des meilleurs économistes de notre pays. Il est surpris que je le dise. Moi, je ne flatte pas les gens. Je suis souvent très rigoureux à l'égard des économistes africains, mais je reconnais que c'est un de nos brillants économistes. Il fait un travail fantastique dans la collecte des données, dans une trajectoire visant à baser les démarches économiques sur du concret, les réalités de nos pays, etc. Je le suis avec beaucoup de plaisir parce qu'il a une grande maîtrise de ces choses-là. Je voudrais saluer ça. Je salue mon ami Vondo. Je suis content de le retrouver. Voilà, merci de m'avoir invité, les techniciens, etc. Et ma charmante maquilleuse que j'ai retrouvée ce matin. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue. Je l'ai retrouvée ce matin. Ma chère Judith. Voilà. L'homme des habillements. Président Badakani, nous sommes ravis de vous revoir ce matin après quelques temps. Ouais. En tout cas, vos préoccupations politiques en cette heure-ci, on comprend cela. Vous avez d'ailleurs dû vous battre même pour être là ce matin. Merci beaucoup, Président Badakani. Je voudrais vous écouter également sur la question. Vous êtes un homme politique de haute gamme. Et on veut comprendre, est-ce une question des politicards ou des politiciens quand on parle de bamiphobie au Cameroun? Je commencerai par la question de la route. Ça vous suit pas. La question de la route est liée à ce qu'on pourrait appeler l'inflation de l'ethnicisme, toute proportion gardée aussi, il ne faut pas exagérer. La route est liée parce que une espèce d'enclavement routier, de manque de route, en toute proportionnalité, conduit à l'enracinement de l'ethnicisme, puisque ça ne favorise pas un brassage que les nombreuses routes auraient favorisé. Parce que quand il y a la route, les gens se brassent. Et en se brassant, le sentiment ethniciste qu'il faut distinguer du sentiment ethnique, le sentiment ethniciste, tribaliste, perd de son importance. Donc l'enjeu routier est très important dans le dépassement du tribalisme. Voilà. Donc de ce niveau, je partage le point de vue de mes companélistes. Moi aussi, je souffre de cette situation désastreuse que nous avons en matière de route. On se déplace plus pratiquement et l'économie est au ralenti. Je passe sur le contrôle de l'économie. Il y a un impact économique majeur, n'est-ce pas, qui est la conséquence de la faiblesse des équipements routiers dans le pays. Donc, le problème il est plus profond de mon point de vue. Avant de parler des routes en l'état, tel qu'on peut les voir, il faut savoir déjà qu'est-ce que nous entendons même par route. L'idée que nos dirigeants se font de ce qu'on appelle une route. C'est quoi la route? C'est quoi l'équipement du pays en matière routière? Il y a déjà un problème. Si vous estimez que la route consiste simplement à bloquer les financements internationaux, pour les faire, le jour où il n'y en a pas, vous ne faites pas de route. Et c'est ce que le ministre Ngalou nous a dit, qu'il n'y a pas d'argent. C'est une défaite en matière de capacité, c'est une défaite en termes de pensée, en capacité gouvernementale. On ne conçoit pas qu'un ministre vienne dire à mon œuvre qu'il n'y a pas d'argent. On n'arrive plus à... les financements étrangers se font rares. Il a dit, il n'y a pas de mois, docteur, quand il suit bien ces choses-là, il a dit, il n'y a pas de mois pour expliquer la situation. Donc, vous voyez que on n'a pas pensé. C'est une conception extrêmement coloniale, l'équipement routier du pays. Dans d'autres pays, les gens font preuve de créativité pour diminuer le poids de l'apport étranger dans la construction des routes. Et ça au niveau des financements, au niveau même des matières premières, etc. Mais dans notre pays, tout ce que nos ministres font, ils entendent travaux publics, capacité à boucler les financements étrangers pour faire des routes. Alors quand ça se raréfie, on est bloqué. Voici un pays c'est eux-mêmes qui nous disent, les derniers chiffres, 2023, 100 021 km de route, toutes catégories confondues. 9% seulement bitumés. Ouais. Où est le rapport? Où est le rapport?
Oui, 9%. Donc, c'est ça, moins de 10% du potentiel de potentiel. Comment? C'est pas un potentiel, je dis les routes qui existent, toutes catégories confondues, on a 121 000 km. Bon, les routes qui existent, ce n'est pas les routes bitumées. Donc, de toutes ces routes-là. Ils appellent ça les routes classées. Ouais. Donc, c'est ça qui fait 121 000 km. Le linéaire. Donc, vous avez route nationale, ensuite route régionale, ensuite route départementale, ensuite route d'arrondissement, et ensuite non classée. C'est-à-dire non classée, ça veut dire que ce n'est ni national, ni régional, ni départemental, ni au niveau de l'arrondissement. Donc c'est le cumul qui fait dans les 121 000 km dont parle le président Banaka. Et parmi lesquels seulement 9% bitumés. C'est important, bitumé. Donc voilà, c'est l'état du pays. Donc vous voyez que le problème n'est pas là. Le problème, c'est pas qu'on ne peut pas construire des routes, mais c'est que l'idée même qu'on se fait de la route est une idée tellement coloniale que les gens n'ont jamais réfléchi. Il n'y a pas une démarche. Bon, il faut être honnête, au sein du ministère, il y a une évolution qui est en fait. Je pense que le ministre a même proposé un nouveau concept de route que le Cameroun voudrait mettre sur la table. J'ai oublié le nom. Toi, Biada, tu vas... Non, ça c'est un moyen de financement. Oui, mais c'est un moyen. Oui. Financement. J'ai dit au niveau même de la constitution matérielle de la route. Il y a une approche que le ministre il a parlé de ça. Mais bon, le ministre là, il parle souvent. On ne voit pas. Donc moi aussi, je voudrais me joindre à mes compagnons pour dénoncer ça. Vraiment, il faut repenser notre idée de la route, la manière dont on peut envisager ça, et s'assurer que les intrants extérieurs pèsent au moins que l'apport intérieur pour construire les routes. Ça va éviter une dépendance à l'égard des financements étrangers. Donc je viens donc sur le sujet, puisque vous insistez là-dessus. Je pense que je commencerai par ce que vous appelez Achille Mbembe. Je ne sais pas, vous dites qu'il a fait quoi, machin. Vous faites semblant de ne pas connaître qui est Achille Mbembe. Achille Mbembe, c'est un employé de l'État français. Achille Mbembe est payé par Macron. Il a une fondation officielle. Mais pourquoi vous faites un débat, vous omettez cette dimension? Monsieur Achille Mbembe, c'est un homme, il est devenu un homme politique, monsieur Dr Biadja. On l'a longtemps présenté comme un universitaire, mais il est devenu un homme politique. Il fait la politique avec M. Macron, il fait la politique de M. Macron. Officiellement, il travaille avec lui, il voyage avec lui, Macron le nourrit, il finance sa fondation. Bon, quelle est la politique de M. Macron en Afrique? C'est diviser pour mieux régner, c'est plus vieux que le monde. Pourquoi vous faites comme si c'est compliqué? M. Macron continue la tradition de l'impérialisme occidental, à savoir, pour maintenir l'Afrique en esclavage, parce que c'est ça le mot, il faut les diviser pour mieux régner. Donc, il a instruit Achille Mbembe, qui est son employé, de faire ce travail. Et Mbembe, défiant toutes les lois historiques, toutes les lois de notre histoire, défiant toute la science, même à la matière, il est venu nous parler de bambiphobie, il allait même très loin, docteur. Il dit ça se transmet de manière quasi atavique. Et il a justifié. Pourquoi Mbembe dit ça? Il dit que le professeur Kamto sa candidature a été validée pour raison bambiphobique. Donc je le paraphrase. Bon, c'est quand même très... Il dit, vous voyez que bon, soit il est idiot, il ne sait rien. Ce que je pense, parce que moi je ne suis pas impressionné par les titres qu'on donne aux gens. Les prix que les gens gagnent à l'étranger, les prix nous savons ce que ça vaut. Surtout les prix occidentaux qu'on donne aux certains Africains, c'est ce que ça vaut. Moi, je n'ai jamais considéré que le fait d'avoir écrit 400 000 livres fait de vous un savant ou un sachant. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, Mbembe, moi, je le suis depuis au moins 30 ans. Ce n'est pas aujourd'hui que moi, j'ai détecté qui il est. Il y a des articles que j'ai écrits dans des journaux, Le Messager, etc. Déjà, il y a 30 ans, pour prévenir et alerter les Camerounais. Sur le cas Mbembe, je dis il y a 30 ans. 30 ans. À l'époque, Melvin Akam, que Dr Biazia connaît très bien, était le rédacteur en chef du Messager. J'ai fait une série d'articles sur Achille Mbembe. J'ai les archives jusqu'à aujourd'hui. Donc vous avez affaire à un mercenaire qui fait le travail de son patron, qui consiste à mettre le feu au Cameroun dans le cadre de la politique impérialiste française. Pourquoi vous voulez raconter des histoires? Qu'est-ce qu'on a arrêté au sommet de Montpellier? Qui était le concepteur, le maître d'ouvrage en matière d'organisation? C'est Achille Mbembe. C'était public. Qu'est-ce qu'il y avait les Camerounais? C'était public. Donc, la France ayant misé sur M. Kamto, ça va choquer les gens, mais c'est un fait. J'ai démontré ça dans mes émissions. Les preuves sont incontestables. Quand ça rate, mais tout ce qui était autour, y compris des gens qui ont des ambitions politiques, ils ne vous le disent pas. Parce que vous croyez qu'on tourne autour de M. Macron pour rien.
Imaginez que le plan français au Cameroun réussisse. Les Mbembe vont occuper de hautes fonctions politiques avec les Célestins Monga. On est au courant de beaucoup de choses. Bon, quand ça échoue, mais il vient donc déverser sa bile, complètement désemparé, comme sont tous les agents français qui ont des plans pour la France, contre leur propre pays. Ils sont désemparés et ils deviennent fous. Donc c'est ça, le contexte qu'il y a derrière ça. Il faut bien comprendre ça. Donc, et ça s'enracine dans une vieille tradition de géoethnie coloniale. La géoethnie coloniale, c'est essentiellement comment les Occidentaux créent des ethnies, classifient les ethnies, les opposent les unes aux autres dans le cadre de leur domination dans les pays africains. C'est le b.a.-ba de la politique coloniale, Pépin. Le Cameroun n'y a pas échappé. Les colons français ont inventé un problème bamileke. Ils l'ont théorisé dans le livre d'un fameux colonel qu'on appelle Lamberton, qui a dit que le Cameroun entre à l'indépendance avec un caillou dans sa chaussure. C'est Lamberton qui l'a dit. Comment des Camerounais intelligents peuvent reprendre à leur compte le discours d'un colon fou? Alors, je vais aller plus loin. L'État camerounais, héritier de l'État colonial, qui est un État néocolonial par essence, est obligé de reprendre dans son cœur, n'a pas le choix, a repris les recettes géoethniques du colon français pour gérer l'État néocolonial. On ne peut pas gérer l'État néocolonial sans la géoethnie. La géoethnie n'est pas le tribalisme. C'est l'instrumentalisation de l'ethnie à des fins politiques, à des fins de domination politique. Ce n'est pas le tribalisme entendu comme la guerre que des groupes sociaux ethniques se font sur la base de la reine, d'une reine essentielle contre d'autres catégories ethniques. Non, je vous dis, là c'est la science qui est en train de faire. Il faut arrêter les gens disent n'importe quoi. Donc ça, c'est ça le Cameroun. Donc, ça fait que l'État camerounais a érigé cette affaire-là. Parce que vous ne pouvez pas être une néocolonie et éviter la géoethnie. Parce que la géoethnie est la conséquence du sous-développement économique direct. Parce que ce n'est pas l'économie aussi qu'on détribalise un peuple. Parce que l'économie, en se développant, élève les intérêts au niveau très très rationnel. Et les bases sentimentales des affiliations sociales régressent. Mais quand dans un pays, le propre de la colonisation, c'est de bloquer l'émancipation économique du pays. Ça s'appelle blocage des forces productives. C'est bloqué. Donc il y a une inflation des besoins face à une faible capacité économique à répondre à ces besoins-là. La conséquence, c'est qu'il y a une inflation des replis identitaires sur des bases purement sentimentales et émotives. On va déverser ces incapacités, ces frustrations sur le voisin, telles sont des tribus, etc. L'autre loi de la colonisation, c'est d'empêcher la consolidation d'un sentiment national. À l'absence d'une telle consolidation, les replis identitaires gagnent du terrain. C'est scientifique, c'est pas compliqué, c'est mécanique. Donc, venir donc faire comme Bembe, c'est un mercenaire, c'est des mercenariats pour allumer le feu. Je ne parle pas des artistes. Non, je ne me demande pas de parler ici de caresses fausses. Les gens se débrouillent pour vivre. Vous voulez qu'on fasse quoi? Une petite soeur se bat pour vivre. Elle est en France avec la base qui menace les gens, qui tabasse les artistes, etc. Pour faire ton concert et réussir, il faut tenir tout le discours. On sait ça. Qu'on laisse Carette Fosso tranquille. Demain, elle va dire le contraire, puisqu'elle a dit le contraire avant. Donc, il faut laisser Carette. Le débat, il est là. C'est des politiciens qui veulent arriver au pouvoir qui instrumentalisent cette affaire-là. Le truc. Donc, l'ethnie n'existe pas en soi. Puisque l'ethnie est l'œuvre d'un créateur, d'un fondateur. Ce fondateur part de quelque part, d'une autre ethnie. Il crée l'ethnie pour mille raisons, ainsi de suite. Donc, il faut rappeler ces principes avec force pour dire que c'est une construction d'élites dévoyées, inconsistantes, qui, pour maintenir leur domination néocoloniale dans le pays, dans le cadre d'une répartition du travail, d'une division du travail définie par le colon, sont obligés de coincer leur population dans des ghettos ethniques à des fins politiques. Parce qu'il a dit, économiquement, ça ne marche pas. Il n'y a pas de boutique ethnique. Je vous en prie, ici, sérieux là-dedans. Même si après je ne parle plus. Il n'y a pas de boutique ethnique. Il n'y a pas de marché ethnique. Ça n'existe pas. Aucun entrepreneur, voilà un économiste qui est assis, ne pourra pas faire de plan, de business plan, en se basant exclusivement, de manière fondamentale, sur l'ethnie. Je voudrais saluer le docteur Biadja qui a fait une démonstration scientifique que les gens occultent toujours quand on aborde ce problème.
la question de l'exiguïté de l'espace à l'ouest. Tous ceux qui ont fait des travaux de fond sur cette question savent ça. L'État le sait. Il n'y a pas d'espace particulièrement à l'ouest, mais que voulez-vous que les gens fassent? Ils sortent. Alors, on peut aborder ça de deux manières. Quand c'est comme ça, quand il y a une telle expansion dans le contexte colonial, néocolonial camerounais, le colon l'instrumentalise dans le classement des ethnies. Quand vous lisez l'histoire des ethnies camerounaises, vous voyez très bien comment le colon a fabriqué cette affaire depuis très longtemps. Très longtemps. C'est même à la base des conflits fonciers qu'il y a dans notre pays. Et moi, j'ai dénoncé le fait que certaines personnes qui posent des revendications foncières, juste, ce soit limité seulement à ce que j'appelle le cumul des choses, à savoir dire que les Bamileke arrachent les terres, dire que non, il n'y a pas que... Mais vous faites quoi de la France? On fait quoi des Chinois à l'heure actuelle, par exemple? Vous voyez que bon, si on met les deux sur la table, vous allez voir que ce sont des dynamiques qu'on peut expliquer du point de vue de la raison sociale, de la raison économique. Je ne dis pas que je suis pour ça, non, je dis que mais il faut aborder ça comme ça, comme on l'a dit. Il faut poser les bases scientifiques d'un phénomène pour mieux le comprendre. Tout à fait. C'est cela qu'il s'agit. Oui. Alors quand je dis ça, je répète, je mets sur la table encore une loi fondamentale qui va vous choquer. Moi, mon ethnie ne prime pas sur ma camerounité. Et ça devait être vrai pour chacun. On est dans un pays où célébrer l'ethnie est devenu la norme. Des intellectuels, de tout, disent que non, ils rejoignent les hommes politiques, et disent que non, moi je suis vêtu, je suis tel, je suis cela avant d'être camerounais. On nous dit que si vous faites la politique au Cameroun, et vous n'intégrez pas ça, vous n'êtes pas un homme politique. Tout à fait. Chaque homme politique doit venir se vanter en disant j'appartiens à mon fief, etc. J'ai suivi un membre important de l'UNDP. Je veux le citer, Sadou Maïdadi, qui célébrait les fiefs ethniques comme étant construire l'unité politique sur la base de l'unité ethnique. C'est-à-dire les gens le disent. Vous avez au UNDP, c'est les gens qui le disent. Dans tous les partis, on le dit. Au point où on a levé des programmes politiques. C'est élevé au niveau d'un programme politique. C'est quoi le fédéralisme communautaire? C'est quoi? C'est quoi les histoires de fédéralisme dans les néocolonies? Tout ça c'est quoi? C'est la célébration, l'élévation du fait ethnique au-dessus du fait Cameroun. Nous n'acceptons pas ça. Très bien. Mon origine ethnique ne prime pas sur ma camerounité. Le Cameroun là dépasse mon ethnie. Parce que c'est la loi de l'histoire. Parce que du point de vue historique, on est un peuple. Très bien, président. On a un ancêtre. Parce que du point de vue de la science, l'unité culturelle de l'Afrique a été démontrée. Et que pendant très longtemps, l'État est né en Afrique, la nation est née en Afrique, les empires sont nés en Afrique. Nous avons dépassé depuis longtemps le fait tribal. Et que ce qui est tribal aujourd'hui est un morceau d'une nation précédente, d'un empire précédent où on avait détribalisé les relations entre les individus. Donc vraiment, c'est nous ramener en arrière que de nous mettre sur la table des débats de ce genre. C'est Achille Mbembe et la France et leurs valets locaux qui sont derrière tout ça. Très bien. Merci beaucoup, président Badakani. Je crois que sur la question, nous sommes déjà sortis sur la question. Il n'y a plus rien à dire sur cette question. C'était d'ailleurs un sujet d'entrée. Alors, commençons par ce qui nous intéresse maintenant. Coopération Japon-Afrique, comprendre les enjeux et intérêts. Et on commence par vous, l'expert onusien que nous avons sur ce plateau. Docteur Jean-Marie Biada, quels sont les enjeux qu'on peut dégager entre le Japon et tout un continent, le continent africain? Très bien, Pépin, vous faites bien, tout un continent. Vous allez vous rendre à l'évidence que tous les autres États occidentaux ont imité la France avec ces sommets France-Afrique. À un moment, on a voulu maquiller en parlant de Afrique-France. Mais c'est beaucoup plus France-Afrique, puisque c'est la France qui indique l'agenda. Mais à côté donc des sommets France-Afrique, vous allez vous rendre compte que ça existe déjà les sommets Chine-Afrique, ça existe les sommets Russie-Afrique, ça existe des sommets, j'ajoute quoi, Brésil-Afrique, même le Pakistan, figurez-vous, Pépin, j'ai suivi ça un peu de près, nous sommes là en 2015, le Pakistan lui-même a voulu faire un sommet Pakistan-Afrique. Ça dénote de ce que nous également, Africains, ne sommes pas conscients de ce que nous sommes un très grand potentiel. Toutes les ressources minières, si vous prenez, j'ai eu la chance de faire ça, un peu de chimie, le tableau de classification périodique de Mendeleïev avec 103 éléments, tous les éléments là-dessus, ou presque, se trouvent en Afrique. L'or, le diamant, le tungstène, la cassérite, le lithium, ils sont en train de parler de transition énergétique, mais en fait, ils sont en train de fuir un problème
qu'ils croient être anciens pour se retrouver dans un nouveau problème qui est quasiment identique à l'ancien, parce que nous sommes à l'ère de l'économie pétrolière. Donc la transition énergétique, selon eux, c'est de dire le pétrole est en train de finir, alors pensons à la vie après le pétrole. Mais malheureusement, les DGT au sol indiquent toujours la direction de l'Afrique où on ira chercher la matière première qui permettra de soutenir la transition énergétique. Vous voulez faire des véhicules qui ne vont pas rouler à base de pétrole? Ça veut dire quoi donc? Vous allez utiliser des batteries rechargeables, donc des accumulateurs. Et les accumulateurs qui vous permettent donc de tenir sur 2, 3, 4 heures de temps, c'est au lithium. Et le cœur du lithium se trouve où? C'est encore en Afrique. Je peux dégager du lithium, je vais faire le tungstène. C'est encore où? C'est en Afrique. Donc pour l'essentiel, ils sont en train de passer d'une chambre à une autre, malheureusement, sur le continent africain. Et nous, les Africains, nous n'en sommes pas conscients. Pépin. D'où vient-il que l'Africain, encore aujourd'hui, va dans le sens de dire je vais donner les agréments, je vais donner les licences, je vais donner les autorisations d'exploitation de mon lithium à l'Indien, qui va aller fabriquer de petits véhicules Tata pour me revendre ça ici. Les Africains doivent plutôt coaliser et dire, monsieur, vous venez ici installer tout ce que vous avez à faire. Je tire un coup de chapeau grâce aux sorties sur vos antennes au Botswana, où nous avons fait un conseil au gouvernement botswanais. On dit, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Vous injectez sur le marché international près de 30% du diamant, et puis le marché du diamant se trouve à Londres. Qu'est-ce qu'il faut donc faire, docteur? On dit non, vous devez dire que tout se passe ici au Botswana. Le marché du diamant ne peut pas être à Londres, où on ne trouve pas une once de diamant. Ils ont donc fait ainsi. Et là-bas, on a dit, les médias ont dit non, c'est rien du tout, c'est les petits pauvres, ils vont s'affaiblir d'ici peu, et puis nous allons reprendre la main. Lorsqu'ils se sont rendus compte que leurs actions en bourse étaient en train de plonger, après les 2-3 mois qu'ils ont boycotté, ils sont revenus, la queue entre les jambes, et ils se sont installés là-bas pour faire en sorte que le marché du diamant se trouve là où l'épicentre de la production de ce diamant se trouve. Pareillement, j'ajoute un autre exemple, je suis dans le sujet. Le marché international a consommé en 2023 55 millions de tonnes de sucre. Le Brésil y a contribué à hauteur de 35 millions. Là, je parle de sucre à base de la canne. Je n'ajoute même pas la betterave, où le Brésil émerge encore pour faire des biocarburants. Vous croyez que vous pouvez parler du sucre dans le monde en nous mettant les orientations qui vous viennent du Brésil? Non, c'est le Brésil qui dicte la marche à suivre. Et enfin, je reviens maintenant sur le continent. Le monde, chaque année, c'est un carat 3 millions, voire 4 millions de tonnes de cacao. Et la Côte d'Ivoire et le Ghana contribuent à hauteur de 70 à parfois 80% de cette demande-là. Mais le marché du cacao ne se trouve pas en Côte d'Ivoire. Ça se négocie plutôt à Anvers, ça se négocie plutôt à Amsterdam, où on ne peut même pas cultiver le cacao du fait de leur climat, parce qu'en fait, c'est le climat tempéré, alors que le cacao, lui, pousse dans un climat tropical. Donc le marché du cacao doit être soit à Accra, soit au bord de la lagune Ébrié à Abidjan. Ce qui a tout son sens, parce que c'est eux qui produisent, qui offrent sur le marché 80% du cacao mondial. J'ajoute autre chose, Pépin. Quand vous laissez donc que ce marché se trouve ailleurs, regardez, le cacao, je prends un exemple très simple. Quand nous voulons vendre le cacao à l'étranger, qu'est-ce que nous faisons? On va enlever la cabosse, on fend la cabosse, on fermente, nous appelons ça au quartier de l'eau. Mais en fait, c'est la première matière première qui aurait pu valoir au moins 50% de la valeur ajoutée de la cabosse. Or, cette eau-là va au sol, c'est le jus de cacao que nous sommes en train de perdre, c'est le whisky de cacao que nous sommes en train de perdre, c'est le champagne de cacao que nous sommes en train de perdre, c'est les dragées que nous sommes en train de perdre. Et qu'est-ce que nous prenons? Nous prenons seulement la fève que nous envoyons à l'international. Et à l'international, maintenant, puisque nous l'avons envoyé, nous avons perdu encore quoi? On a perdu la poudre de cacao, on a perdu le beurre de cacao, qui valent 10, 20, 30 fois plus que la fève que nous avons vendue. Je reviens donc au Japon. Ça veut donc dire quoi? Pour le cas du Japon, le Japon s'est rendu à l'évidence que les matières premières sont en Afrique. Pépin, le Japon, c'est maximum 350 000 km², c'est-à-dire même le Cameroun dépasse le Japon. J'ajoute autre chose. 1023 îles, donc c'est un archipel. Tu ne peux pas faire 200 km au Japon comme nous le faisons ici, sans être passé par l'eau, sans être passé par un tunnel, sans enjamber un pont, un viaduc ou un arc-duc. Donc là-bas, vraiment, c'est des bouts de territoire comme ça qu'ils ont assemblés pour pouvoir exister. Et quand vous regardez de très près également les activités tectoniques qui s'y passent, les Japonais ne pouvaient pas, je prends un exemple, avoir de grandes plantations comme chez nous ici. Mais pour leur cas, c'est en 2005 que je me retrouve là-bas et j'ai été surpris. Ils me disent que mais comment vous cultivez plein de choses? Nous ici, c'est le riz. Pépin, ils vous font le riz pour
vous ou le président Bana Kaniki a le raffinement en matière alimentaire, qui mange en 5 temps, d'abord un apéritif, ensuite une entrée, ensuite un plat de résistance, un dessert et puis un digestif. Là-bas, chez eux, au Japon, ils ont sacralisé le riz au point qu'ils font donc des entrées, des plats de résistance, des desserts. Ils en sont arrivés même à la boisson qu'ils appellent le saké. Vous imaginez? Faites l'hypothèse qu'on nous enlève, on envoie au Japon, on les envoie ici, où on n'a pas que le riz, on a le macabo, le manioc, la patate, le taro, l'igname, on a plein d'autres spéculations. Il faudrait des merveilles. Ils se sont donc rendus compte que tout le monde fait des sommets, son pays, Afrique, son pays, Afrique. Même les États-Unis qui n'étaient pas avec nous, vous savez, en 2016, ils font déjà des sommets. Et là-bas, chez eux, ils sont encore plus astucieux. Ils font d'abord un sommet avec les jeunes, et ensuite un sommet maintenant avec ce qu'on pourrait dire les moins jeunes. Ça, ce qui est une très bonne chose pour eux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils estiment, gardons le contact, gardons l'œil sur les jeunes, parce que c'est eux la relève de demain. Donc, si nous voulons qu'ils portent nos desiderata, c'est maintenant qu'il faut les formater, qu'il faut les sensibiliser à nos enjeux de demain. Donc, le Japon, lui, il est arrivé également, il a observé ça. Le Japon n'a pas de territoire. Le Japon n'a pas de ressources toutes particulières. Les enjeux sont géopolitiques, géostratèges. Économique, moi je vais mettre l'économie dans. Oui, l'économie. Parce que je suis en train de vous dire qu'on est en train d'aller vers la transition énergétique, parce qu'ils estiment que le pétrole est en train de finir. Et on va donc utiliser maintenant le lithium, on va utiliser la tungstène, la cassérite. Et ça se trouve où? Le massif de cassérite, le massif de tungstène, de lithium, ça se trouve où? Ça se trouve en Afrique. Il faudrait donc pas qu'eux aussi, le moment venu, ils soient en retard. Et c'est même dans enfin, eux aussi, ils observent l'actualité. Ils se rendent compte que la France est en train de perdre pied en Afrique. Donc autant qu'ils rentrent directement en contact avec les Africains en leur disant, voici ce que nous voulons. Et pour cela, ils ont au moins une avance sur nous. Pépin, regardez-vous. Ici, chez nous, au Cameroun, nous savons ce qu'on appelle les écoles japonaises. Nous construisions nos écoles à l'époque en nous mettant la variable inclusivité. L'école inclusive, c'est les Japonais qui ont eu à bâtir ces dispositifs ici chez nous en tenant compte de ce qu'un enfant infirme peut arriver à l'école. Il fait comment? On a prévu une rampe de lancement pour lui, il monte pour rentrer là-bas. Et quand l'enfant va donc grandir comme ça, et un jour on va lui parler de Japon, à choisir entre le Japon ou un autre pays, il aura tendance à aller vers le Japon parce qu'il a grandi dans des écoles japonaises. Donc le Japon, lui, ne veut pas être en retard dans le cadre de la transition énergétique qui leur imposera encore de venir en Afrique chercher de la matière première qu'il leur faudra forcément pour pouvoir tenir dans le cadre de la transition énergétique. D'un de deux, le Japon également fait l'hypothèse que, pourquoi la Chine qui est mon voisin, vous le savez, Pépin, le Japon a eu à coloniser la Chine, ça fait rire. C'est un pays continent qui se fait coloniser par un minuscule bout de territoire, et le Japon se dit, mais la Chine est déjà ici, et la Chine a une démarche qui déroge totalement à ce que les autres maîtres que nous avions ici, ils font souvent. Quand la Chine arrive chez vous, elle s'intéresse seulement à ce qu'il a amené. Je suis venu chercher quoi? Le bois. Je reste dans le bois. Allez m'intéresser aux conditions d'élection, à l'inclusivité, à l'orientation sexuelle. La Chine ne se mêle pas de ça. La Chine reste dans son bois. Là où elle est là. Voilà. La Chine négocie, j'ai besoin d'un peu d'espace pour faire du riz, vous lui donnez cet espace. La Chine fait son riz et exporte. Ne regarde pas ce que vous dites à gauche ou à droite. Donc, cela peut avoir poussé le Japon, mais sans oublier aussi, vous dites que c'est la 9e édition du TICAD, Tokyo International Conference on Africa Development. C'est la 9e édition, donc ils l'avaient déjà fait. Mais l'avantage aussi avec eux, c'est qu'ils ne font pas ça chaque année, c'est tous les 3 ans. Tous les 3 ans, quand la conjoncture le permet, et ils observent. Une première fois, c'est chez eux, une autre fois, c'est ici chez nous. Et l'Afrique, moi, ça me fait de la peine, Pépin, de voir que l'Afrique, jusque-là... Oui, l'Afrique, justement, ne comprend pas que c'est lui, ou alors c'est elle en tant que cette femme la plus belle du coin, qui est courtisée par tout le monde. Donc l'Afrique doit pouvoir rentrer dans l'air de ce que je vais appeler la transformation. C'est comme je viens de vous montrer tout à l'heure là. Quand vous prenez 1 kg de cacao que vous vendez Borchamp, c'est 1000 francs. Avant que ce ne soit pas, qu'on ait porté ça à 5 000 pour le cas du Cameroun. Mais en Côte d'Ivoire, ça ne va pas au-delà de 1200, 1300. Au Ghana, ça ne déborde pas 1500. Mais quand vous transformez maintenant, vous avez donc le vin de cacao, le whisky de cacao, le jus de cacao, le champagne de cacao, la poudre de cacao, le beurre de cacao, les dragées. J'ai au moins 10 dérivés là-dessus. Et derrière cela, se jette dans le cacao. Tout à fait. Donc ça veut dire la transformation vous donne 20, 30, 40 fois de valeur ajoutée que la politique actuelle qui consiste à vendre la matière première en l'état. Les billes de bois,
en l'état, quand je chute sur la bille de bois, quand nous vendons la bille de bois, une bille de bois derrière votre maison, quand vous la coupez, maximum, ça fait 20-30 000 francs. Mais, et s'il faut transporter, c'est un conducteur d'engin, et puis celui qui est venu émonder et trancher, et on dépose donc sur un porte-char, et puis le monsieur, il a son chauffeur et son motoboy, ils arrivent ici à Douala, le transitaire intervient, et puis on met dans le bateau. Donc il y a maximum 7 ou 8 personnes qui sont intervenues là-dedans. Mais quand vous devez transformer localement, c'est au moins 7 fois ces gens-là. Et d'autre part aussi, vous gagnez. Parce qu'en fait, la sciure de bois, là, vous allez l'utiliser aussi. Et je reste sur le bois pour conclure en disant ceci, et Pépin. Et là, je conseille les pays africains qui ont les bois tropicaux. L'écorce de la bille vaut 7 fois ce que vaut cette bille-là. Or, nous avons concentré toutes nos politiques jusqu'ici uniquement sur la bille. Donc, on pourrait mettre sur pied une structure chargée uniquement de recueillir les écorces. C'est-à-dire, on prend une décision, on dit, non, vous voulez le bois, oui. On ne vous envoie plus des bois sans écorce. On récupère l'écorce. Tout à fait, on récupère l'écorce. On vous dit, prenez le bois. Prenez le bois. Oui. Voilà une grosse industrie médicamenteuse que nous aurons mis sur place et qui va énormément alimenter le continent africain. Ce d'autant plus que c'est le palu qui nous tue assez. Qu'est-ce que nous avons besoin pour combattre le palu? Quelques antalgiques, quelques analgésiques. Mais on peut trouver ça à travers ces écorces de bois. Donc voilà, de mon point de vue, le gros enjeu de ces sommets TICAD et qui malheureusement pour beaucoup échappe au continent africain. Il est l'heure, justement, je ne prends que le cas de la bille de bois, là, que les Africains travaillent dans ce sens-là. Alors, docteur Irénée Gilniem, depuis la Guadeloupe, j'imagine que vous nous suivez depuis un bon bout de temps maintenant. TICAD 9 s'est achevé le 22 août dernier avec une note qui a plu des dirigeants africains qui étaient là-bas. J'ai dit qui a peut-être plu certains dirigeants africains. On parle d'1,5 milliard de dollars d'investissement en Afrique que le Japon va offrir, comme si c'était une manne qui allait développer l'Afrique. Mais on a dit que c'est 1,5 milliard de dollars pour les investissements d'impact. Le Japon voudrait donc injecter ce montant en Afrique, alors que la Chine, c'est 39 milliards de dollars d'investissement en 2025. Si la Chine, le Japon, c'est 8,9 milliards d'échanges commerciaux. Alors, cet écart, on veut comprendre la taille de ce Japon. La taille de ce Japon au point où l'Afrique puisse s'intéresser. Avant de répondre directement à ta question, je voudrais réagir à ce que j'ai entendu de mon copanéliste, parce que tout ce qu'il a fait comme démonstration ne tient que sur l'idée que toute économie ne peut être que capitaliste. Je dirais même pire, mercantiliste. Mais je crois que l'histoire de l'humanité a prouvé que ce n'était pas le cas. Il y a eu des pays communistes où des choses se passaient très bien. Ils ont été sabotés par d'autres pays et on en est où on est aujourd'hui. Donc, je crois qu'il faut relativiser les choses un tout petit peu. Je ne pense pas que notre histoire en tant qu'Africains et disons l'histoire précoloniale et l'histoire postcoloniale prouve de façon irréfutable que notre destinée était le capitalisme dans lequel on est aujourd'hui, et qui est un capitalisme très vicieux. De toute façon, tous nos problèmes actuels, sans faire du misérabilisme esclavagiste, viennent de ce qui est dans le fondement du capitalisme aujourd'hui, qui est la traite des nègres. D'accord? Donc, on ne peut pas faire comme si ce qui se passe aujourd'hui n'a pas une histoire, ne vient pas, enfin, ce qui se passe en Afrique n'a pas une histoire, ne vient pas de nulle part. Hein? On a été nous-mêmes des objets, on a été de la marchandise. Donc, on ne peut pas demander à une marchandise du jour au lendemain de devenir une entreprise. Hein? Alors, parce que c'est lui-même qui était l'objet de l'entreprise. Alors, je dis pas ça pour faire de la masturbation intellectuelle. Je suis moi-même un entrepreneur et un qui réussit très bien. Mais je ne fais pas ça dans la même optique que ce que j'ai entendu tout à l'heure. Alors, maintenant, tu m'as posé la question, la Chine par rapport au Japon. Et d'ailleurs, je rappelle que enfin, le Japon, c'est l'une des plus virulentes colonies qui existent. Hein? Le Japon a maltraité, colonisé tous les pays d'Asie. Et quand vous parlez aux Asiatiques,
ils n'en ont pas du tout la même image idyllique que nous, Africains, on semble avoir. Et je veux aussi dire que, en écoutant mon compatriote, je me dis que finalement, on dit en anglais, beauty is in the eyes of the beholder. C'est-à-dire que c'est les yeux qui voient, quoi, finalement. C'est chacun qui analyse la chose. Moi, je suis allé au Japon et je n'ai pas vu les choses de la même façon. J'ai bien vu tout ce qu'il y avait de matériel, mais j'ai bien vu beaucoup de misère aussi. Mais ce qu'on appelle misère en français, je ne me rappelle plus du nom de ce quartier à Tokyo où je suis allé. Il n'y avait que des personnes âgées, des loques humaines. Je me rappelle de cette dame que j'ai vue nettoyer le métro de Tokyo à plus de 90 ans. Elle travaillait toujours. Je lui ai demandé, ou j'ai demandé à des gens, mais comment se fait-il? Ils m'ont dit, mais parce qu'elle n'a pas assez de retraite, c'est pour ça qu'elle est obligée de travailler. Alors, franchement, je me suis dit, on ne se rend pas compte parfois de la chance qu'on a. Ce n'est pas parce qu'on est mal gouverné qu'on doit oublier les ressorts de notre culture africaine, de notre civilisation. OK? Alors, moi, je ne suis pas très optimiste. Je ne sais pas si ce qu'on dit là, quand on s'intéresse à l'anthropologie japonaise, le Japon est un pays, les gens vivent désormais seuls. Il n'y a plus de natalité. Alors, contrairement à l'économie, je vais peut-être revenir là-dessus. Moi, je pense que le gouvernement japonais est très visionnaire. Ce qu'il vise, en fait, ce n'est pas l'économie. Parce que, comme tu le dis, Raoul, les miettes qu'il jette là, ce n'est pas ce qui va développer, entre guillemets, l'Afrique. Le Japon a un gros problème de natalité. Le Japon a un gros problème de relation déjà entre hommes et femmes. Les hommes et les femmes ne se parlent plus. Aujourd'hui, les jeunes garçons prennent des cours pour savoir draguer une fille. Je ne vous raconte pas des histoires, c'est la réalité. Vous comprenez? Donc moi, je pense que les dirigeants japonais, ils misent en fait sur l'homme africain. Mais ce n'est plus l'esclavage comme avant. Ce qu'ils veulent, c'est disons, l'humanité de l'Africain. Hein? Ils ne vont pas ramener les Africains pour... ils vont faire en fait une géopolitique qui est plutôt émotionnelle. L'économie, ce n'est pas le Japon, comme vous le dites vous-même, et cela est clair, qui va, entre guillemets, développer l'Afrique. Ils n'en ont pas la capacité. L'Afrique est un continent, c'est clair. Ils n'en ont pas la capacité. Et de toute façon, le Japon investit bien plus en Asie qu'il va le faire en Afrique. Hein? Et c'est très loin. Donc, moi, je pense que le Japon est en train de viser à redynamiser sa population, et même d'un point de vue génétique. Même d'un point de vue génétique. Donc, le problème me paraît un peu plus complexe que ce que j'ai entendu. Alors, moi, je vous raconte une petite anecdote. Quand je suis allé au Japon, je me baladais à Tokyo et j'ai été abordé par une équipe de télévision locale qui faisait un reportage. Je me dis, ah, ça tombe sur moi, comme souvent. Alors, vous savez la question qu'on m'a posée, vous, en tant que touriste, qu'est-ce que vous comptez faire pour l'économie japonaise? Vous vous rendez compte? Moi, je ne suis pas japonais. Et des Japonais qui m'interrogent me disent, qu'est-ce que j'ai ramené au Japon pour l'économie japonaise? Ça vous dit le niveau de narcissisme, le niveau de, comment dirais-je, de nationalisme des Japonais, et le fait que, finalement, peut-être que ils ne sont pas si ouverts que ça. Et ils le sont encore moins d'un point de vue économique. Si je viens au Cameroun, ce que les gens me disent, qu'est-ce que tu nous as ramené pour vendre? Ou qu'est-ce que tu nous as ramené pour faire cadeau? Mais on m'a demandé au Japon, qu'est-ce que tu as compté? Enfin, c'est une question incroyable. Même en France, on ne va pas te poser la question de savoir en tant que touriste, qu'est-ce que tu comptes faire pour l'économie française? Les Japonais sont hyper nationalistes, hyper chauvins, et je pense que si on rentre dans une sorte de coopération avec les Japonais... Pardon. Allez-y, chutez. Oui, je dis qu'il faudra commencer par autre chose. Il faudra commencer par faire l'anthropologie japonaise, missionner des Africains pour étudier le Japon, pour comprendre la mentalité japonaise avant de rentrer dans n'importe quel autre, enfin, dans des deals économiques. Il faut comprendre la mentalité japonaise qui a compréhension, qu'on peut comprendre et qui n'est pas la nôtre.
Merci beaucoup, docteur Irénée Gilles Nyem. On constate quand même que le Japon fait des bonnes affaires en Afrique. En 2024, par exemple, le gouvernement japonais a indiqué que 57% des entreprises japonaises en Afrique prévoyaient d'étendre leurs activités d'ici 2 ans, soit une hausse de 3 points par rapport à 2023. Et on note également qu'en 2024, les échanges commerciaux entre le Japon et l'Afrique s'élevaient à 8,9 milliards de dollars. Mais davantage, le nombre d'entreprises japonaises opérant en Afrique est passé de 520 en 2010 à 900 en 2020. Ça veut dire que c'est quand même une manne nourricière pour l'Afrique et quand même un territoire dans lequel les Japonais se sucrent énormément. Mais nous voudrons comprendre, est-ce que le Japon peut intéresser aussi l'Afrique? Qu'est-ce que l'Afrique gagne en entrant dans une coopération avec un pays comme le Japon, dont vous avez d'ailleurs énuméré la taille tout à l'heure, et qu'il faut rappeler que la coopération entre l'Afrique et le Japon ne commence qu'en 1993. Alors, président Badakani, je vous pose la question. Le Japon est-il un bon client pour le continent africain? Client pour faire quoi en Afrique? Client. Un client, j'ai des choses à offrir à un client. Dans le partenariat. Est-il un bon partenaire pour le continent africain? Voilà. Client, ça ne me gênait même pas. Donc c'était bien. Hein. C'était plus terre à terre. Parce que partenaire, c'est un mot tellement galvaudé. On appelle n'importe quoi partenaire, partenariat, n'importe quoi. Même les Français sont nos partenaires. Ça n'empêche pas qu'ils nous poignardent la nuit et le jour, il est avec nous. Non, je pense que le débat qui s'est engagé sur votre plateau sur la question est très important. La contribution du docteur Biada est celle d'un expert qui travaille sur les mises en relation, les ponts économiques, pour que les projets marchent. Tout à fait. L'analyse du docteur Gilles Nyem, c'est celui d'un esthéticien, au sens oui, au sens propre du mot, c'est-à-dire qui privilégie la beauté relationnelle entre les cultures et en rapport avec l'histoire de l'Afrique. C'est très important. Je ne pense pas que les deux débats soient antagonistes. On peut les concilier. C'est ce que moi je vais essayer de faire pour dire que... mais je miserai plus ce qu'a dit le docteur Gilles Nyem. Parce que comme on dit, il faut savoir qui... Parce que l'initiative vient de qui? Ce n'est pas une initiative africaine. Le TICAD n'est pas une initiative africaine. L'Afrique n'a aucune initiative géopolitique. Aucune. Ça fait que tout ce qu'elle fait comme partenariat là, c'est du bricolage. C'est des dynamiques de pure survie pour une élite, pour les élites dirigeantes. Tout à fait. Parce que quand vous n'avez aucune initiative géopolitique, vous ne savez même pas ce qu'on appelle la géopolitique, qu'est-ce que vous faites dans le monde. La géopolitique est la condition de base des relations internationales. Ce n'est même pas l'économie, c'est la géopolitique. C'est la géopolitique qui permet même de positionner votre stratégie économique dans un ensemble géoéconomique mondial. Donc, à ce niveau, les Africains n'ont aucune initiative. Ils se déplacent, c'est-à-dire des déplacements, on dirait des objets. L'homme ne se déplace pas de manière fondamentale. L'homme est en mouvement. C'est un processus conscient. Les objets se déplacent, on les déplace. Cette eau est ici, cette bouteille d'eau, vous l'avez déplacée pour ici. Mais moi, je me suis déplacé pour venir ici en sachant ce que je viens faire ici. Tout à fait. Je me suis préparé en conséquence. Vous ne pouvez pas être dans le Conseil des Nations. Vous n'avez aucune initiative. Vous êtes toujours invité dans des sommets que vous n'avez pas conçus. Vous venez vous asseoir, vos blouses vertes, vous croisez les pieds, vous vous présentez en dirigeant. Et quand vous sortez de là avec les partenariats, entre guillemets, c'est simplement des modalités de survie par lesquelles les élites désemparées face à la pression occidentale entendent se renouveler. Mais il n'y a pas derrière l'idée de développer le pays, de sortir nos pays de la dépendance, de briser le joug de la domination impérialiste qui pèse sur nos pays. Impérialisme qui s'est internationalisé. Aujourd'hui, on parle d'impérialisme global. Et à ce niveau, il faut bien analyser. Quand le TICAD est créé, c'est co-organisé, la conférence que le docteur Biada a si bien définie, c'est co-organisé par le PNUD, la Banque mondiale, etc. On peut lire, hein. L'Union africaine, pure figuration. L'Union africaine, c'est de la pure figuration parce qu'elle n'est pas en mesure de payer les salaires de ses fonctionnaires. Donc, ce n'est pas une organisation. Donc, c'est une prostituée qui sert à décorer les photos internationales pour trahir l'Afrique. Donc, vous voyez, voilà la co-organisation.
Quand vous regardez ça, Banque mondiale, PNUD, Nations Unies, vous voyez très bien la dimension globale dans les marchés du Japon, et ce n'est pas le fait du hasard. Cette dimension globale est basée d'abord sur l'idée économique que les Japonais se font de leur économie et de la place que le capitalisme international, dans le cadre du makaturisme, vous connaissez Makatu, mon autre bien va vous dire. Vous ne comprenez pas le Japon contemporain sans savoir qui est Makatu. Makatu est le symbole du fait que le Japon est une colonie américaine après la Deuxième Guerre mondiale. C'est une colonie américaine. De ce fait de but, c'est un contrat économique américain dans le cadre d'une division internationale du capitalisme, dans le cas à qui on a dit aux Japonais, bon, l'automation, l'électronique, etc. Bon, voilà. Exceller dans ça. Donc, si vous ne comprenez pas ça, on ne sait pas de quoi on parle. C'est ça le Japon. Donc, de ce point de vue, vous comprenez pourquoi il y a cette co-organisation. Cette co-organisation, n'est-ce pas, est symptomatique de ce que je suis en train de vous dire. Parce que quand vous êtes une colonie américaine, l'Amérique vous insère dans l'organisation économique du monde telle que Washington l'a programmée et l'entend. Tout à fait. Et dans cette programmation, le Japon a un rôle. C'est pour ça que le yen, normalement, c'est une subdivision du dollar. Le yen. Le yen. Oui, la monnaie japonaise. La monnaie japonaise. C'est clair. Donc ce sont des paramètres importants qui permettent de comprendre pourquoi Gilles Nième parle comme ça. Et pourquoi, si on ne comprend pas Dr. Biané, on va croire qu'il est dans une dimension purement économiste, purement économiste. Donc, de ce point de vue-là, le TICAD a plusieurs objectifs. Évidemment, il faut que le Japon maîtrise le circuit des matières rares nécessaires à sa nature économique. Parce que quand vous êtes dans l'électronique, l'automation, etc., le débouché naturel, c'est l'intelligence artificielle, etc. Le Japon doit jouer ce rôle-là dans le cadre du travail que les Américains leur ont donné, en attendant qu'ils s'émancipent des États-Unis. Ça va être compliqué. Voilà, parce que les Américains veillent. Donc, il y a une grosse base militaire américaine. c'est une colonie américaine. Pourquoi tu veux faire la gentillesse? C'est Makatu. Le Japon, c'est Makatu. Comment? C'est Makatu, c'est une colonie américaine. Oui, ces débats-là sont connus. C'est une colonie américaine. C'est pas... Mais les Américains ils ont expérimenté deux bombes atomiques. C'est quand même que... C'est une horreur pour l'humanité. Les Américains, ils sont ce qu'ils sont. Ce sont des gens horribles, les Américains, l'État américain. Ils ont expérimenté deux bombes atomiques là-bas. Et ça a décidé du sort du Japon, qui est devenu une colonie. C'est ça le général Makatu. Et derrière ça, il y a les enjeux financiers. Parce que Makatu ne s'est pas seulement installé là-bas, il s'est installé encadré par les Rothschild, les grandes familles financières, qui avaient des objectifs en termes d'organisation monétaire du monde qui sont clairs. C'est comme ça qu'on a créé le yen. Si vous ne comprenez pas ça, bon, on sait pas. C'est ça les enjeux fondamentaux. Donc quand le Japon vient vous voir, parle de TICAD, regardez les forces qui sont derrière. Ce n'est pas toujours fondamentalement le Japon. C'est la puissance américaine, c'est la puissance des familles financières et c'est la puissance des grands acteurs économiques japonais dans le cadre de cette division internationale du travail. Et dans le cadre du capitalisme tel que Gilles Nième l'a dit. De ce point de vue, je vous dis, il y a deux ou trois objectifs. Il y a la maîtrise des circuits, il a si bien dit, des matières premières rares, dans le cadre de la vieille rivalité sino-japonaise. Or, cette rivalité sino-japonaise est placée sous l'encadrement des Américains, dans le cadre de la grande politique américaine de l'Asie. Cette rivalité est très importante. Il a parlé de ça. Si les Chinois viennent, les Japonais ne peuvent pas laisser les Chinois venir, parce qu'ils ont une vieille rivalité. Le deuxième objectif, c'est de corriger l'image du Japon. C'est un État très cruel. Le militarisme japonais a été longtemps un danger pour le monde. Si on vous raconte ce qu'ils ont fait pendant les deux guerres mondiales, par exemple aux Chinois, si on prend seulement la question du trafic sexuel des femmes, si on parle seulement de ça, les Japonais ont été extrêmement cruels dans la guerre. C'est une image qui est restée, il faut corriger ça au niveau de la géopolitique mondiale. C'est un des enjeux du TICAD, c'est aussi un des enjeux du TICAD. L'autre enjeu, comme je l'ai dit, c'est purement géopolitique. Donc, quand on a fini de dire ça, les problèmes de civilisation que Jim Nième pose sont très importants. Est-ce que l'Afrique peut coopérer librement avec un pays qui considère qu'une poupée vivante peut remplacer une femme dans le lieu de travail? Bien, c'est généralisé au Japon.
Il dit c'est généralisé au Japon. C'est-à-dire on trouve normal qu'un homme marie une poupée vivante et fasse l'amour avec elle. Est-ce que les Africains peuvent collaborer avec un pays qui met ces normes-là au niveau des normes? L'idée que les Japonais font du travail, le travail à vie, mais dans l'entreprise, est-ce que c'est concevable du point de vue humain? Puisque dans l'organisation du travail, le Japon a innové avec l'idée de travailler à vie dans l'entreprise. Oui, ils ont innové. Ils ont ajouté ça à Taylor et au Fordisme. Ils ont ajouté ça. Et ça, à un moment donné, ça flattait. Ça a beaucoup séduit d'autres pays, etc. pour essayer de voir le modèle. On parlait du modèle japonais. Mais est-ce qu'il est transposable? Même du point de vue humain. Il a dit tout à l'heure, les relations qui n'existent plus entre les gens, c'est à peine une froideur extraordinaire. Tout est électronique, etc. Mais est-ce qu'un être humain peut vivre comme ça? Ce sont des débats fondamentaux. Mais quand l'Afrique voit ce que l'Afrique dit, c'est ce problème de ces enjeux sociétaux, ces enjeux génétiques. Il a parlé de la génétique, mais les gens ne savent pas. Les Japonais, d'abord, ils vous disent maintenant qu'ils sont d'origine africaine. Ils le disent maintenant de manière claire. Ils le disent clair. Et maintenant, ça devient même une fierté pour eux. Ils sont africains. Mais derrière, Junior a raison. La question de l'appauvrissement génétique des Japonais, qui se traduit par une quasi-disparition de la natalité, il faut régler ça. Mais est-ce que quand ils parlent avec nous, ils disent la vérité dans ce qu'ils cherchent par rapport à ça? Est-ce qu'ils disent la vérité? Moi, je connais des amis qui sont au Japon. Ils me disent comment, quand un Africain va au Japon, si tu fais l'enfant avec une fille japonaise, mais c'est un trésor. Mais simplement fais attention parce que rapidement, on a vite choisi l'enfant que tu as fait à toi. Donc, tu deviens quoi à la fin? Un faiseur d'enfants? Quoi? Donc, il y a des choses qui doivent être dites, mais ce n'est pas aux Japonais de nous le dire, c'est les dirigeants africains qui doivent avoir, qui savent pourquoi, qui, au lieu de se déplacer, doivent se mettre en mouvement. Ils ne sont pas des objets. On prend des photos, on est au Chicago, on vient construire des écoles chez vous, que vous ne pouvez même pas entretenir. Il y a à Nobel là, moi je suis témoin des œuvres de Chicago. Par exemple, dans les écoles primaires. Mais on n'est même pas capable d'entretenir ça. Allez voir laquelle ça se trouve aujourd'hui. Si par exemple des écoles japonaises. Oui, dans cette opération-là. Donc vous voyez qu'on va simplement prendre des photos, mais on ne sait même pas ce qu'on vient faire. Si c'est un vrai dialogue politique, qu'est-ce que l'Afrique dit au Japon? Qu'est-ce que le Japon nous apprend? Le Japon nous apprend que la vie, ce n'est pas les matières premières. Nous avons les matières premières, on est très pauvres. On ne sait pas quoi faire. Il vous a démontré ce qu'on peut faire avec notre spéculation. Une seule spéculation, c'est au moins 10 produits dérivés qui donnent plein d'argent. On n'a jamais réfléchi à ça. On ne veut même pas réfléchir à ça. On est dans le tribalisme. Avec des élites qui ne savent rien faire. Ponctionner les impôts, appauvrir les citoyens. Il a appelé ça politique étatique. Très bien, président. Non, ne me coupez pas. Il y a ça. Donc, si on va dans des conférences internationales, on n'a rien à dire, on s'assoit, on est sage, on est pragmatique, mais les Japonais, vous pouvez être plus pragmatique que les Japonais? Très bien. Ces gens sont vraiment pragmatiques. Et ils ne jouent pas parce qu'ils voient comment la vie est finie. Je vais chuter. Il vous a parlé de la question de la transition énergétique. Combien des Africains ont réfléchi au concept de transition énergétique? Vous savez ce qu'il y a derrière? Quel Africain réfléchit à ça? Et maintenant, les gens vous disent, écoutez, maintenant, la Terre va disparaître, le climat, tout ça, on va tous mourir. Mais qui vous dit ça? Aucune recherche digne de ce nom pour savoir ce qu'il y a derrière. Mais les gens sont en train de passer d'un monde humain à un monde transhumain. Donc ça, on est où? Cette 4e révolution industrielle-là, l'Afrique est où? On va prendre ça, on va importer, prêt à porter, et on va l'installer chez nous. Et on disparaîtra. Les gens sont dans la post-vie. Les Japonais dans la post-vie, ils sont là-bas. Nous, on n'est même pas encore entrés dans l'histoire. On a dit qu'on ne s'est pas encore décolonisé. Vous ne pouvez pas parler comme un voyou. C'est à cause. Et c'est bien comme un bandit, nous avons toujours dit. Avec ses bracelets électroniques partout. Mais ça pose un problème. Est-ce que nous, on s'est décolonisé pour aller traiter avec des gens qui sont dans la post-vie, dans la post-humanité, avec qui on va faire des dialogues, des discussions, alors qu'on n'a rien préparé, on n'a aucune connaissance sur le sujet. Très bien. Merci beaucoup, président Badakani. Alors, on peut prendre un ou deux appelants. Il se bousculait tout à l'heure, mais on ne pouvait pas couper la bonne lancée du président Badakani. Maintenant, s'ils reviennent, vous me les envoyez sur ce plateau. Le temps d'aller vers vous maintenant, Moïse Xavier Bondo. Au Japon,
Tout comme je le disais avec le président Badakadi tout à l'heure, il est un partenaire crédible pour toute l'Afrique. Merci, Raoul. Moi j'ai un problème. J'ai écouté le président Banda, j'ai écouté M. Biada, j'ai écouté l'autre panéliste. Alors, moi, je voudrais bien poser une question. À quand la conférence Afrique-Monde? À quand la conférence? C'est-à-dire, l'Afrique, c'est devenu un dépotoir. Les États-Unis veulent venir imposer leur volonté. Ils organisent une conférence. Le Japon, la Chine. Je pense qu'il faut que l'Afrique prenne connaissance, comme le disait le docteur tout à l'heure, que l'Afrique prenne connaissance de sa force. Nous avons tout ici, le sous-sol, les terres rares et tout ce qu'on peut citer. Est-ce que c'est à ces gens-là de venir organiser, de nous inviter à des conférences? Non. Qu'est-ce qu'un père qui a des belles filles à la maison fait? Il organise une fête, il invite des gens, il dit venez voir mes filles et tout ça. Ces négociations, le Japon est quand même la 4e puissance économique mondiale, une économie nécessairement basée sur l'automobile. Ben voilà, d'après une certaine... Si c'est pas 3e, je pense qu'ils ont été détrônés. Hein, docteur? Bon, voilà, ça c'est... Donc, une économie basée sur l'automobile, une économie basée sur la sidérurgie, je crois bien. Quand le Japon vient commercer donc avec l'Afrique, investir en Afrique, qu'est-ce que le Japon nous apporte? Les écoles que nous construisons nous-mêmes. Le Japon, dans son TICAD 9, parle du développement de la ressource humaine, soutien aux jeunes Africains. On peut peut-être apprécier que le Japon, dans ses divers partenariats, privilégie les partenariats avec les privés. Ça peut être une rampe de lancement. C'est ce que les chefs d'État ont demandé, que le Japon davantage puisse plutôt regarder ses investissements vers le privé. Ben oui, ça c'est... Ils ont dit que les chefs d'État africains ont demandé cela. Non. Que le Japon mette un accent maintenant vers le partenariat avec le privé. Bon, le Japon, le docteur a parlé des énergies propres tout à l'heure, des infrastructures, de la sécurité alimentaire qui est déjà un programme de l'ONU, des investissements inclusifs et tout ça. Donc, je pense que... vous savez, l'Afrique doit d'abord s'asseoir, parler de savoir ce qui est bon pour elle. Que nos partenaires, nos clients, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, que nos clients arrêtent de venir avec des idées et nous les imposer. C'est nous qui devons mettre sur la table notre cahier de charges. C'est-à-dire, voici ce que l'Afrique veut. Et oubliez, je pense le président Banda l'avait dit lors d'une précédente émission, aucun pays ne va venir développer un autre. Non. Ne restons pas à croiser les bras et dire le Japon va venir nous développer. Non, le Japon vient extraire la substance qu'elle veut, ou alors en tant que pays, le Japon vient extraire la substance qu'il veut et partir pour se développer. Tous ceux qui ont visité le Japon savent que le Japon a une population très vieillissante, qui est en déclin. Ils viennent chercher, c'est pas pour rien que le Japon axe ses politiques de développement sur la jeunesse. Donc moi je pense que l'Afrique devrait d'abord s'asseoir, déposer sur la table un cahier de charges et l'imposer, que ce soit aux États-Unis, que ce soit à la France, parce que la France est en train de revoir ses politiques économiques, ses politiques de partenariat avec l'Afrique, notamment les pays de l'Afrique francophone, revoir tout ça. Et ce qui peut profiter à l'Afrique, c'est l'implantation des industries. Que ces pays viennent implanter des industries, qu'on arrête de faire un commerce comme celui que nous avons fait à un moment avec la Chine, c'est-à-dire acheter, il n'y avait pas de transfert de technologie, ça ne profite pas à l'Afrique. Moi, c'est ce que je peux dire sur le Japon. Ils ont lancé le TICAD en 1993. Si on fait une évaluation, si on devait faire une évaluation, qu'est-ce qui a changé dans cette coopération jusqu'à ce jour? Ben, quel est le poids de ces entreprises? Voilà, c'est ce que j'ai failli dire. Le Japon a évolué, l'Afrique est restée marquée le pas sur place, comme on le dit trivialement. Et nous pensons que nous sommes en partenariat gagnant-gagnant, comme certains le disent. Non, qu'ils viennent installer des industries en Afrique.
Ils ont installé déjà une industrie de construction d'automobiles. Les grands constructeurs japonais, Toyota, Mitsubishi, Honda et tout ça, qu'ils viennent simple. On a combien d'entreprises au Japon? L'Afrique? Je ne sais pas si l'Afrique a besoin d'aller... Mais bien sûr, c'est ça la réciprocité, mon cher Vando. Qu'est-ce qu'on irait faire au Japon? Non, beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Non, le président a raison. Nous devons avoir également une entreprise. Alors moi, par exemple, dans le cadre d'un accord que notre chef d'État camerounais lui a signé, j'ai discuté avec certaines autorités du ministère que non, vous n'aurez pas dû demander au chef de l'État de signer un APRI. Dans le commerce international, un APRI, c'est quoi? Accord de promotion et de protection réciproque des investissements. Ça veut dire quoi? À Ankara, il y a des industries et des entreprises camerounaises. Et au Cameroun, il y a des entreprises turques. Ce qui fait donc qu'un accord vient maintenant protéger les investissements de part et d'autre. Donc, et ça rejoint donc ce que le président Banakani dit. Ce n'est donc pas normal que j'ai uniquement des entreprises turques au Cameroun et je vais signer un accord de promotion et de protection réciproque des investissements, alors qu'en réalité, c'est un accord unilatéral parce que l'entreprise turque se trouve ici tout à fait. Et de l'autre côté, maintenant, c'est pour deux raisons. J'explique ça techniquement. Parce que quand vous, en économie, par exemple, vous calculez la richesse qui a été créée localement, il arrive aussi que vous calculez, ça c'est le PIB, il arrive que vous calculez maintenant un autre indicateur en tenant compte de la richesse créée par vos compatriotes à l'étranger. Cette fois-là, c'est le PNB. Et dans le cas du produit national brut maintenant, on prend la valeur ajoutée que vos compatriotes sont allés créer au Japon, en Turquie, en France, en Angleterre, pour renvoyer ici au niveau de la comptabilité nationale et consolider pour obtenir le PNB. Donc ça veut dire en termes simples que si les étrangers viennent travailler chez vous, créent de la richesse, créent de la valeur ajoutée et renvoient chez eux, et que conséquemment, vous n'avez aussi personne de l'autre côté pour neutraliser ces flux qui sortent. Vous avez un PNB qui s'assimile pratiquement à un PIB. Ça veut dire quoi? Le niveau de richesse qui aurait dû être partagé à toute la communauté baisse plutôt. Alors, chuter rapidement. Oui, je vais chuter. Je vais vous poser une question un peu... Ça que il a bien compris, mon souci. Ça que je voulais dire. Oui, mais je vais vous poser une question, Président. Quel est le Camerounais qui a voulu implanter une industrie, une entreprise au Japon et qui a été repoussé? J'ai pas ma connaissance. Je ne sais pas si vous avez le droit de poser des questions. Je vous en ai posé une, vous n'avez pas encore répondu à la mienne. Chutez d'abord à la vôtre. Si vous avez d'autres, allez là. Chutez d'abord. C'est vrai. Donc, j'étais en train de chuter en disant... Ce sont les prérogatives de Pépin. Ça, c'est prérogative. Donc, j'étais en train de chuter en disant... moi, je pense que partenariat, c'est bon, clientélisme et tout ce qu'on peut dire, c'est bon. Mais il faut encadrer tout cela, comme le docteur le dit. Et ce sont les États qui doivent encadrer tout ça. Les États africains qui doivent encadrer malheureusement tout ça. Très bien. On a peut-être 10 minutes. Non, président Badakani, non, c'est une distraction. Laissez-moi sortir à cette émission. Nous sommes déjà en train de sortir. On n'a plus assez de temps. Docteur Biada, maintenant, avec vous, on sait, docteur Biada d'ailleurs, oh là là, la question là, elle a fui la tête, mais elle va arriver tout de suite. Mais laissez parler. Ok, peut-être que vous avez anticipé, c'est cette votre question qui m'échappe maintenant. Allez-y, posez votre question maintenant au président Badakani. Non, le président avait la parole. Il a posé, il a dit, qu'est-ce que nous on peut aller investir au Japon? Voilà. On ne peut pas encore construire des industries, mais on peut créer des entreprises culturelles. Il sait de quoi je parle. Ça peut apporter de l'argent. Comment vous voulez qu'on a rien à produire au Japon? On peut créer beaucoup de choses au Japon. C'est parce que justement nos États, je vous dis, on n'a pas d'initiative. On ne sait pas ce qu'on va faire dans ces domaines. C'est ça le problème. Le président a signé quelque chose qui n'existe pas. C'est ce qu'il est en train de dire. Il a signé quelque chose qui n'existe pas. Quelles sont les entreprises camerounaises qui ont profité de cette relation que nous avons avec le Japon? Comment on a gagné quoi? On doit les quelques écoles qu'on conçoit. Quand on évalue depuis 9 ans, on a gagné quoi? Allez voir ce que ça te vous dit, on a gagné quoi? Ça ne concerne pas nos fonctionnaires. Regardez la coopération avec les Chinois. Les Chinois arrivent au Cameroun. Que font nos fonctionnaires à un moment donné? Le président a signé de très bonnes choses. Hein. Quand vous lisez les accords, c'est très bien. Mais que font les fonctionnaires? Ils retournent les Chinois, en font leur prête-nom pour coloniser même l'espace économique du pays, dans le pays. Vous avez les secteurs au Cameroun, à Douala, où les Chinois ont des quasi-monopoles. Prenez la question des permis de conduire. Je pense que c'est pas ça. Vous ne pouvez pas obtenir le permis de conduire. Les Chinois obtiennent le permis de conduire en un temps record. Pendant ce temps, les promoteurs camerounais sont là, ils sont bloqués. C'est pas dans le domaine. Dans le domaine de l'extraction, etc.
quand vous signez un partenariat avec un partenaire, entre guillemets, regardez ce que vous gagnez. Ça vous rapporte quoi par an, par mois? Puisque, par exemple, les Chinois qui sont ici, par mois, ils envoient combien d'argent chez eux? Personne ne le sait pas. Mais on devrait savoir combien d'argent quitte la Chine pour entrer chez nous. C'est pas ça, docteur? Tout à fait. Mais est-ce qu'on fait ça? C'est ça que je parle. Voilà. Et on peut le faire. Très bien. Vous avez eu l'explication que vous avez cherchée. On peut le faire. Maintenant, docteur Biada, pour le moment, c'est avec vous que nous allons sortir. On me signale là-bas que nous n'avons que 5 petites minutes pour partir. De là, alors, on rappelle quand même que les relations nippo-africaines ont été entamées en 1993, comme je le disais tout à l'heure. Et le Japon, pour mieux s'implanter en Afrique, utilise des organes annexes tels que le Forum économique public-privé Japon-Afrique et l'Agence japonaise de coopération internationale. Vous avez si bien dit. Mais en retour, maintenant, que gagne donc l'Afrique dans cette affaire-là? Que gagne l'Afrique? Quel est l'intérêt à avoir le Japon comme partenaire? Voilà, très bonne question. Le président Banda Kani a parlé, et puis M. Mvondo. Retenez que nous sommes dans le domaine économique et que le premier investisseur en économie, c'est l'État. C'est l'État. Vous avez dit qu'est-ce que le Japon peut aller faire, qui a voulu aller s'installer au Japon et n'a pas pu. Non, l'État qui est donc un investisseur doit passer en premier. Je donne un exemple pour donner le bon point au gouvernement camerounais. Dans le secteur pétrolier aval, le Cameroun est en Guinée équatoriale à travers l'État du Cameroun et sa filiale Tradex. Le Cameroun est en RDC à travers sa filiale qui est devenue un leader dans le secteur, dans l'aval pétrolier, qu'on appelle Tradex. Donc ce n'est pas interdit, et le président Banda Kani a pris un bon exemple. Oui, le Cameroun peut passer en premier pour investir là-bas au Japon. D'où vient-il que les Japonais qui ont besoin, par exemple, de nos ressources tropicales, le macabo, le manioc, le plantain, le taro, ou les fruits tropicaux, la mangue, l'ananas, la pastèque, ont à retourner ici? L'État peut mettre directement une centrale là-bas. C'est-à-dire, quand le Japonais a besoin des fruits tropicaux, il passe sa commande seulement là-bas. Il ne se dérange pas. Et l'État, à charge maintenant, prend celui d'aller livrer. Et ça nous donne donc l'occasion de regretter la mort de la Camship. Ça devait être la Camship qui devait alimenter ce secteur-là, cette centrale d'achat-là, telle que les Japonais payent directement là-bas, puis l'argent vient ici. Et je conclus avec, en appréciant ce que le président Banda Kani a dit, les produits culturels rapporte beaucoup d'argent. Donc ce n'est pas interdit également. Là, je parle de moi pour conclure. Nous parlons tout ce qui est matériel, mais il existe également ce qui est immatériel. Les experts camerounais installés au Japon peuvent équillonner tout ce beau monde. Que nous voyons encore là. Tout à fait. Donc je conclue pour dire que oui, l'État est le premier investisseur. Il peut aller à Ankara, il peut aller au Japon, il peut aller aux États-Unis pour investir. Alors, Dr Niep, pour une fois, vous allez donc clôturer ce débat en prenant la dernière prise de parole ce matin. Alors dites-nous concrètement, qu'est-ce que l'Afrique peut tirer du Japon si effectivement le Japon est un partenaire sérieux, ou alors l'Afrique devrait voir sa manière de fonctionner avec ses partenaires? L'Afrique peut tirer beaucoup de tout. Hein? L'Afrique peut tirer beaucoup du Japon, même si ça peut paraître compliqué à première vue. Mais comme disait Dr Bianda, je suis parfaitement d'accord que c'est l'État qui impulse tout cela. Parce que de toute façon, en tant que particulier, c'est très difficile d'avoir les moyens. Nous, on peut voyager, hein, mais si l'État, lui, n'utilise pas les moyens dont il a à sa disposition, ça ne peut pas se passer. Maintenant, dans l'état actuel des choses, je crois que l'État camerounais, ce qui va l'intéresser, c'est de savoir qui, parmi les enfants de ses représentants, vont avoir une bourse pour aller au Japon. Je crois que c'est ce qui va les intéresser, parce qu'il n'y a aucun exemple nulle part d'autre au monde où l'État camerounais a prouvé qu'il pouvait, disons, impulser l'aspect économique des choses. Donc, si l'état d'esprit au sommet de l'État du Cameroun reste tel qu'il est aujourd'hui, il faut rien en attendre de la coopération avec qui que ce soit d'ailleurs. Parce que déjà, au niveau de notre propre pays, il y a très peu de choses qui se passent. Donc, comment voulez-vous que quelque chose vienne d'ailleurs, hein? Ce n'est pas possible. Donc, j'espère que ils vont peut-être comprendre. Et puis, je pense pas que ce soit spécifique au Cameroun. Et ça se passe comme ça un peu dans tous les pays africains. Quand on se connaît pas soi-même, on va pas prendre des initiatives qui sont dans l'intérêt de son propre peuple. Hein? Je crois que la chose la plus bête à compter, à faire dans la vie, c'est compter. Hein? Je dis pas des mathématiques, je dis le commerce. Hein? Et d'ailleurs, je crois que pour conclure, je crois que c'est une bêtise que nos États
et laisser le commerce aux illettrés. Hein? Si ce n'était pas le cas, la vie serait peut-être pas aussi chère qu'elle aujourd'hui et les choses seraient peut-être un peu plus éthiques, même sur les marchés camerounais et congolais et de la Guinée équatoriale. Hein? Donc, la coopération, ça va être comme la coopération chinoise, ça va être comme la coopération française. La coopération avec la France, elle a ramené quoi au niveau du Cameroun, par exemple. Hein? Merci beaucoup. Pas grand-chose, autrement, voilà. Merci beaucoup, docteur Irénée Ijingem. En tout cas, malgré ses moyens modestes et sa petite taille, le Japon espère également avoir l'Afrique sous sa botte, comme ces grandes puissances viennent chercher ce qu'elles veulent, mais jamais l'Afrique ne pas chercher rien. Alors c'est quand même terrible de constater que tout un continent peut se déplacer pour aller dans un petit espace qui n'atteint même pas le tiers de son espace. C'est quand même terrible. En tout cas, l'Afrique, nous vivons juste. Merci de nous rendre donc visite encore ce matin. Très chers téléspectateurs, vous n'avez pas pu nous joindre. Effectivement, vous allez certainement nous joindre vendredi prochain. Retrouvez ce programme en rediffusion samedi lorsqu'il sera à 22h en Afrique centrale. Le panel du jour, le docteur Jean-Marie Biada, notre invité d'honneur, économiste, expert, certifié, on nous dit, en diagnostic et mise à niveau des industries, expert certifié CNU7 au ambition.r, spécialiste en accompagnement des petites et moyennes entreprises et optimisation de leurs performances. Le président Bandakani était bel et bien présent en politique, président du nouveau mouvement populaire panafricaniste, précurseur des journées africaines du panafricanisme qui ont déjà vu 6 éditions en terre camerounaise. Le président Bandakani également géostratège. Aussi dans ce plateau, Moïse Xavier Bondor, chef d'entreprise, PCA agrebio.com, cadre d'aviation, société civile. Et bien sûr, c'était donc ce panel que nous avons pu avoir pour la circonstance ce matin. Madame, Messieurs, Ayour David a assuré l'organisation, côté de qui se trouvait une importante équipe. J'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi prochain, s'il plaît à Dieu. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.